Salut, moi c'est Justine. Et moi, c'est Christine. Et vous écoutez Crime glacé. Allô? Allô? Comment vous allez? Vous-tu? J'espère que vous allez bien. Nous, ça va bien. Oui! Moi, j'espérais vraiment commencer l'épisode par Ohé, 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 ohé. Parce que c'était les Olympiques, la finale de hockey, et nous avons malheureusement perdu. Ouais. C'est vrai que ça aurait été le fun de crier haut et fort « Let's go le Canada ». Ouais, mais... fait que c'est une journée triste. Oui, c'est vrai. Mais on a vraiment bien joué. Bravo les boys. Parfait. Moi, je vais pas faire à semblant que je l'ai écouté. Je l'ai pas écouté pantoute, mais j'aurais vraiment... Mettons que tu m'avais dit genre « Oh my God, ils ont gagné », j'aurais été vraiment contente. Mm-hmm. J'avoue que j'ai un petit sentiment de genre « Oh, tabarouette ». C'est dommage, tu sais. Puis Ouais. les filles aussi, on a perdu. Mais Oui. ça, c'était il y a 2 jours, fait que je m'en suis remis. Mais là, Ouais. aujourd'hui, je suis encore endeuillée un peu. Ouais, c'est une petite journée triste et grise. Mais gars, Ben, garde. On va se reprendre dans 4 ans. Oui. Hein? Hey, en plus, quelqu'un a dit, ben, on va avoir 31 ans la prochaine fois qu'on aura la chance de gagner l'or. Puis ça me fait peur un peu. Calisse, c'est quoi? C'est qui a dit ça, ta parouette? Ça me déstabilisait beaucoup, là. J'ai pas aimé cette vision des choses. Mais bref, j'espère que vous allez mieux que nos Olympiens canadiens aujourd'hui. Et avant qu'on commence, un petit rappel que notre tournée live de spectacle avec Ars Moriendi se poursuit. Les billets sont en vente présentement pour Saint-Eustache et Québec. Donc, n'hésitez pas à aller vous procurer des billets. C'est vraiment un bon show. On a du fun. On a hâte de vous rencontrer. Et les billets sont en vente au crimeglacépodcast.com/live si vous voulez vous en acheter. Yes! Venez nous voir! Eh bien, sans plus attendre, je vais vous nommer ma saveur du jour qui est un peu en lien avec les Olympiques. Ah ouais? C'est que là, pour sortir le très peu de patriotisme que j'ai en moi, mais là, quand c'est aux Olympiques, je suis très canadienne et très fière de l'être. Et en faisant mon épicerie, hier, j'ai vu que c'était le temps des sucres qui s'en venait. Ben et j'ai vu oui. des petits cornets, tu sais, les petits cornets à l'érable, les tout petits mini. Oui. Ils sont de retour. Fait que- T'es-tu team beurre d'érable à l'intérieur? Ben, beurre d'érable, genre sucre d'érable ou tire d'érable? Parce qu'il y a les deux, souvent. Oh, je sais pas. Toi? Tire d'érable. 100%. Ouais, j'avoue que Mais je sont crois plus que rares, oui. sont plus Mais rares. c'est ça. C'est comme plus ceux qui sont faits maison dans les vraies cabanes à sucre, on dirait. Ouais, Mm. genre, des fois, il y en a à l'épicerie, mais pas toutes. En tout cas. Exact. Mais là, je les ai vus sur les rayons. Ça me fait chaud au cœur. Oh. Et j'étais très contente. Donc, j'ai pensé à vous et je me suis dit, ça va être ça ma saveur du jour. Bonne idée. Les petits cornets à l'érable, les tout petits. Là, les Français, je sais pas si vous savez de quoi qu'on parle, mais c'est comme quasiment des petits bonbons. Là. Sûrement pas. Tu sais, je veux dire, c'est tellement une affaire d'ici. là. Ouais, c'est très québécois, très Ouais. canadien. OK, donc est-ce qu'on passe aux choses sérieuses? Parce que ça va être tout un épisode aujourd'hui. Oh! Est-ce que je suis prête? Je sais pas. Ben, on va le découvrir ensemble. OK. Aujourd'hui, je te raconte, Cri, une histoire qui pourrait montrer un peu comment le karma n'existe pas, des fois. Parce que parfois, la vie s'acharne et il n'y a comme pas de balance. Il n'y a pas rien pour contrebalancer. Exemple, que quelque chose de grave arrive à quelqu'un, il pourrait en avoir 72 autres qui arrivent tout de suite après. On l'entend souvent dans les épisodes qu'on fait, là, souvent une tragédie en amène une autre et une autre et une autre. Et le cas d'aujourd'hui n'en fait pas d'exception. Ici, un drame en amène un autre encore et encore et encore. Ça va plus finir. On va parler de l'affaire Steven Steiner. Connais-tu? Vite de même, non. Comme avertissement, je vais parler de crimes commis sur des enfants, d'agressions sexuelles, pédophilie, pédocriminalité, bref, ça va être Mon Dieu, des qu'on sujets est abordés. rough ces temps-ci. Ouais. Ouh, je Ouais, dis ça en ouais. riant, là, je ris pas pour vrai, mais mon Dieu. Mhm. OK. Souvent, on me pose une question tordue, là, et sûrement qu'à toi aussi, là, dans mon entourage ou même dans nos Q&A qu'on fait, souvent les gens nous posent la question « C'est quoi ton cas de true crime préféré? »
Et là, moi, je réponds toujours que c'est impossible de préférer une histoire de crime à une autre. Là. Le mot préféré, d'abord, n'est pas vraiment le bon terme. On les haït toutes, les histoires, en fait. Ouais, c'est ça. Faudrait plus demander quelle est l'histoire qui nous a le plus marqué, le plus troublé, le plus choqué, etc. Que t'haïs le plus. C'est ça. Eh bien, à ces questions-là, je répondrais quelque chose de différent à chaque fois, parce qu'on dirait que ça dépend de plein d'affaires. Mais celle de Steven Steiner et sa famille me semble pas mal bien haute dans la liste des histoires qui m'ont le plus marqué. C'est une histoire que tu connais depuis longtemps, depuis récemment, mais que ça vient de rentrer dans le classement dans ta tête? Ben, je connaissais le nom et la photo du petit garçon en question, Steven. Mais c'est récemment, en écoutant un documentaire, c'est ça qui m'a introduite à ce cas-là. OK. Et d'ailleurs, le documentaire, peut-être que vous l'avez écouté, là, il est quand même récent, je crois qu'il était sur Hulu. Mais disons que je le recommande plus ou moins. OK. Ça m'a comme introduite au cas, ce qui est une bonne chose, mais il ne faut pas se baser juste là-dessus pour se faire une idée. Parfait. Je trouve moyennement réussi, disons. Ben, bref. C'est bien. Je veux dire que tu nous le dises. J'espère faire mieux que ce documentaire-là. Je suis sûre que oui. Steven Gregory Steiner, qui est surnommé Steve, il est né le 18 avril 1965. C'est le troisième d'une famille de 5 enfants. C'est un petit garçon de 7 ans qui vit à Merced, en Californie, avec ses parents Delbert, qu'on va appeler Del, et Kay Steiner. Et il y a aussi son grand frère Kerry Steiner, ainsi que ses 3 sœurs qui habitent avec lui. Ils sont une famille de la classe moyenne. Ils vivent sur Betty Street, dans un quartier de cette même classe économique-là, assez ordinaire, classique là, de Merced, en Californie. Del, c'est un mécanicien et qui est mère à la maison. Je pense qu'elle avait des petits emplois par-ci par-là, mais quand la famille s'est agrandie, elle a peut-être décidé de rester s'occuper des enfants. C'était pas trop clair sa situation, mais c'est quand même pas super pertinent, là. Steven, c'est un garçon comme les autres. Là. Il a 7 ans, il va à l'école primaire du coin, il joue dehors, il connaît bien son quartier, vraiment là, complètement ordinaire. Il est décrit comme un enfant gentil, confiant et un peu naïf. Il aime tout le monde, il est calme, c'est un bon petit garçon, là, vraiment rien à signaler. Il est vraiment cute, il a les cheveux châtains, les yeux bruns foncés, des petites taches de rousseur et un grand sourire qui laisse montrer 2 grosses palettes en avant. Vraiment adorable. Et dans les années 1970, Merced, c'est encore une petite ville, bien plus petite qu'aujourd'hui, qui est située dans la vallée de San Joaquin, une région agricole du centre de la Californie. Et juste pour vous mettre en contexte, là, c'est une ville, une région qui repose vraiment beaucoup sur l'agriculture et les communautés rurales, surtout à l'époque. La ville comptait environ seulement 22 000 habitants en 1970, ce qui est 3 fois moins qu'aujourd'hui. Ça restait quand même là, une ville tranquille. C'est une ville de son époque aussi où les enfants jouent dehors, ils rentrent à l'école à pied et la mentalité des parents est encore loin du stranger danger d'aujourd'hui. Les enfants ont beaucoup plus de liberté et d'autonomie que la norme de notre époque actuelle, là, que les parents sont hyper vigilants, on dirait maintenant, comparé à avant. Donc, on arrive le 4 décembre 1972. Et il est tout à fait normal pour le petit Steven, 7 ans, de marcher de son école jusqu'à la maison après les cours, le long de l'autoroute 140. Là, ça dit le long de l'autoroute, là, je pense pas qu'il était comme... vraiment sur le bord du boulevard dans la rue, là. Il devait avoir un passage, un chemin, là. Ouais. Mais cet après-midi-là, Steven Steiner ne rentrera jamais chez lui. Au début, un simple retard inquiète pas trop ses parents. Mais quand les minutes deviennent des heures, Del et Kay Steiner alertent la police assez rapidement. Ils réalisent bien que quelque chose cloche et en raison de l'âge du petit Steven, la police prend les choses au sérieux immédiatement, heureusement. Il n'y a pas d'affaire de « attendons qu'ils reviennent, c'est une fugue ». Il y a 7 ans. Ouais. Une enquête est tout de suite démarrée et la police fouille le quartier à pied à la recherche de Steven pour commencer. Il n'y avait pas encore d'alerte Amber en 1972, ni de base de données pour comparer des cas similaires dans la région non plus. Mais la police fait de son mieux en fouillant les environs, en parlant à des voisins et vérifiant les lieux où Steven avait l'habitude de passer. Peut-être qu'il a pris un détour, il s'est arrêté chez un ami.
Es-tu resté à l'école? Il y a plein d'options avant de tout de suite penser à un enlèvement. Ouais. Les médias locaux sautent sur cette histoire et le mot enlèvement ou kidnapping fait vite la une des journaux et du téléjournal. Comment un enfant de 7 ans a-t-il pu disparaître en plein jour sur le bord d'une autoroute extrêmement achalandée à l'heure de pointe là, après l'école l'après-midi? Mm-hmm. Est-ce un enlèvement par un inconnu, un membre de la famille, quelqu'un qui connaîtrait Steven? Est-ce qu'il s'est fait frapper puis il est comme dans un fossé? On n'a rien. Mm-hmm. Aucune Est-ce qu'il a piste. suivi quelqu'un? Parce que justement, dans l'heure de pointe, il y a peut-être beaucoup de monde dans les rues, puis ce serait facile peut-être de « Hey, tu sais, suis-moi, on va passer par là à la place. » Exact. Puis d'ailleurs, tu sais, les parents, maintenant, oui, sont rendus plus... Je veux juste faire un petit Ouais. wink à ce que tu as dit au début, là. Genre, peut-être que oui, en effet, les parents sont plus vigilants, mais mettons des petits enfants là, de 6-7 ans là, qui clairement sortent de la maternelle, j'en ai vu souvent là, à Montréal marcher tout seul. Moi aussi. Puis à chaque fois, j'ai comme un petit... Hey, genre, je sais pas ce que je ferais, là, j'ai aucune idée, là, mais j'en vois là, vraiment, vraiment, vraiment souvent partout sur l'île de Montréal, là, autant dans mon coin qu'au centre-ville, mettons. Là. Ouais, moi aussi. À chaque fois, ça me perturbe un peu. Je suis comme, mon Dieu, il a donc l'air jeune, lui, avec son petit sac à dos qui fait tout son corps. Oui. Genre. Et j'habite à côté d'une école primaire, puis il y a un brigadier souvent dans ma rue, là, mais je vois souvent des enfants tout seuls rentrer de l'école. Puis tu sais, je me dis, à Montréal, tout est proche, là, t'es peut-être juste à un coin de rue, mais... Il peut se passer tellement de choses en un coin de rue. Depuis que je fais du true crime, là, on dirait que j'ai ces pensées-là aussi. Non, je suis full d'accord. d'accord. Même si on est vigilant, c'est tellement quelque chose de courant, on dirait. Là, genre, en tout cas, vraiment. J'ai déjà des frissons. En matière d'enlèvement et de disparition d'enfants, on le sait tous, les premières 24 à 48 heures sont cruciales pour plusieurs raisons. Premièrement, pour retrouver l'enfant vivant. Statistiquement, quand un enlèvement par un inconnu tourne au drame, le passage à l'acte violent survient très tôt, souvent dans les toutes premières heures, parce qu'il regrette son geste. Puis il est comme « Ah, pour me débarrasser de l'enfant, je vais le tuer. » C'est comme un réflexe qu'on voit souvent dans les épisodes True Crime qu'on écoute, là. Deuxièmement, pour les témoignages, c'est important de commencer très tôt les recherches parce qu'il faut que les voisins, les passants, s'ils ont vu quelque chose, qu'ils s'en rappellent. Leur mémoire est plus fraîche si on récolte leurs témoignages dès le début. Et aussi, le suspect peut être encore dans la zone ou sur un trajet prévisible. Si on lance tout de suite une alerte Amber, admettons qu'on est à notre époque d'aujourd'hui, il y a moins de chances d'avoir, genre, mettons... traverser les douanes, là, tu sais. C'est ça, oui. Plus on attend, plus la personne peut changer de région, d'apparence, de véhicule, etc. Ouais. Mais bien que la disparition du petit Steven ait été signalée très tôt, là, dans les heures après son retour après l'école, les premiers 24 à 48 heures ne donnent rien du tout. Toute la nuit, aucune trace. Rien. Même pas comme « on a vu un véhicule ». T'as juste aucune idée, il est où. Aucun témoin, aucun indice. Et ce n'est pas à défaut d'avoir essayé. La disparition de Steven fait extrêmement jaser dans la ville de Merced. Toute la population est au courant. On cherche activement Steven Stayner, mais il est introuvable. On a beau enquêter sur les proches des Stayner, les Stayner eux-mêmes et sur les habitants du coin, il n'y a aucun suspect non plus. On imprime son visage sur des milliers de cartons de lait. Sa photo doit sûrement vous dire quelque chose si vous allez googler son image. Moi, j'avais déjà vu cette photo-là, comme je disais au début. On distribue des pamphlets, des avis de disparition, mais rien. L'absence de Steven amène un poids sur la famille Stayner, là, un gros vide, évidemment. Kerry Stayner, le grand frère, âgé de 11 ans au moment de sa disparition, se sent extrêmement coupable parce que c'était lui qui devait reconduire son petit frère à la maison ce soir-là, cet après-midi-là. Mais bon, un concours de circonstances avait fait en sorte qu'il n'y avait pas pu, puis ses parents ont juste dit « Ah, il va marcher, c'est correct ». Et la nuit, Kerry, il sort dans les rues à la recherche de son frère. Des articles de journaux rapportent que souvent, il parle aux étoiles, il s'adresse au ciel, puis il parle à son petit frère, il prie pour que son petit frère revienne parce qu'il sent que c'est de sa faute. C'est tragique, là, pauvre petit, là, il a juste 11 ans. C'est impossible d'imaginer comment nous, on réagirait si notre enfant disparaissait comme ça sans laisser de traces. Mais ce qu'on peut deviner, c'est que ça doit être extrêmement, extrêmement douloureux et difficile. Pour les parents d'Elle et Kay, le vide laissé par Steven a créé un gros froid, une distance dans le couple et une distance avec leurs enfants.
Au lieu de les rapprocher de leurs 4 autres enfants, essayer de se soutenir, Ils sont un peu zombies, genre. Oui, exactement. Ça les a rendus des parents absents, distants et négligents. Ils sont devenus sévères, durs, froids, vraiment évitants, comme s'ils avaient tellement eu de peine qu'ils ne voulaient pas aimer leurs autres enfants pour ne pas revivre une peine autant grave, on dirait. En tout cas, moi, c'est ça que ça m'a donné. Comme peut-être? Oui, c'est comme une manière sûrement maladroite de se protéger, là. Mm-hmm. Puis aussi, tout ce sentiment d'injustice-là, cette haine un peu, c'est fâchant, cette colère-là, est un peu défoulée sur Carrie, qui est comme l'autre garçon de la maison, lui qui devait ramener le petit. On dirait qu'ils vont pas aider à ce que Carrie se sente bien. Là. Ils vont comme un peu se défouler sur lui, malheureusement. À l'époque, la santé mentale était un sujet tabou. Aucun des parents n'est allé consulter ou chercher de l'aide sur leur détresse psychologique à eux ou à leurs autres enfants. Donc, le climat à la maison n'est pas sain du tout. Kay, la mère, n'est pas sortie de chez elle pendant 1 an. Et là, spoiler alert, ça va être très long avant d'avoir des réponses sur ce qui est arrivé. Oh my God. Si elle devait absolument sortir de chez elle, elle trouvait quelqu'un pour venir chez elle la remplacer au cas où que cette journée-là, Steven reviendrait. T'sais, elle disait impossible qu'il y ait personne à la maison. Je comprends. En tout temps, il pourrait revenir. Dale, le père, lui, a vécu ça différemment. Il se promenait la nuit dans son pick-up avec un shotgun au cas où il verrait quelqu'un avec son fils dans la rue. Genre, c'est un peu désespéré. Puis, il commence à douter de tout le monde. Il accuse ses proches et sa propre famille de comme c'est toi qui as pris mon fils, avoue-le. Il est comme dans la grosse paranoïa. Là. Exactement. C'est ça qu'il dit. Là. Il dit lui-même, là, je suis devenu paranoïaque. Je pensais que tout le monde était impliqué, tout le monde savait, sauf moi, il était où mon fils? Mm-hmm. Il va dire dans une entrevue, si un enfant meurt, vous l'enterrez. Si un enfant disparaît, vous avez un nœud dans la poitrine qui ne disparaît jamais. Parce que tu n'as aucune closure, tu ne sais pas ce qui est arrivé. C'est clair, j'imagine même, je veux pas imaginer, mais c'est clair. Là. Mm-hmm. Carrie Stainer, le frère, va être diagnostiqué comme souffrant de trichotillomanie. Il peut pas s'empêcher de s'arracher les cheveux. Ou lui, c'est les cheveux, je pense, mais ça peut être aussi les sourcils ou autres poils sur ton corps. Les cils, ouais. Puis c'est comme un tic, là, un TOC aussi. Là, c'est un trouble qui se développe en raison du stress ou d'une grosse dépression. Et probablement que c'est un peu sa manière qui a réagi face à ce traumatisme-là que ton frère se fait enlever ou en tout cas disparaît de nulle part. Ouais. On va trouver aucune photo de lui adolescent sans chapeau, sans casquette, parce que justement, il cachait ses trous ses plaques de cheveux manquantes sur sa tête. Mm-hmm. Les semaines deviennent des mois et rien fait surface à propos de Steven. L'hypothèse est un enlèvement, mais ensuite, c'est tout. Cold case, on se dit, OK, on assume qu'il a été enlevé vu qu'on n'a aucune trace de lui, mais rien d'autre. Cette affaire restera un cold case pendant plusieurs années. Mais la vie continue. Les Stainer font leur deuil. Évidemment, l'espoir de le retrouver vivant est quasi nul à ce stade-ci. L'enquête sur une disparition puis un enlèvement devient maintenant une enquête d'homicide. La police théorise qu'en marchant sur le bord de la route, Steven aurait été abordé par un prédateur sexuel et que maintenant, il serait décédé enterré quelque part. Mais c'est tout. C'est vraiment juste une théorie. Là. Ouais, oui. On n'a même pas comme un suspect, un véhicule. T'sais, ça doit tellement être fâchant. Là. Mm-hmm. On en connaît au Québec là, des cas de disparition irrésolus qu'on n'a pas beaucoup d'indices, mais on a toujours au moins un petit quelque chose. Il a été vu à telle place. Là. Oui, c'est comme évaporisé. Là. Vraiment. Évaporé, excusez. Évaporé, vraiment. Avec le temps qui passe, le foyer des Stainer n'a aucune chaleur. Toute la famille est sur une espèce de pilote automatique, incapable de passer par-dessus ce traumatisme. Steven il est comme un fantôme qui hante la famille et le quartier. Et je peux comprendre parce que le doute qui persiste, là, une incompréhension totale sur ce qui lui est arrivé, et ce pendant des années, ça doit te gruger de l'intérieur. Mm-hmm. On arrive en février 1980. 7 ans sans nouvelles de Steven. La vie a continué. Les Stainer ont fait de leur mieux pour juste continuer sur un pilote automatique, comme j'ai dit, à vivre leur vie. Et là, un autre drame arrive dans la ville. Dans la région, je veux dire. Là, je pense que c'est dans une autre ville, mais en Californie, du moins. Il y a un autre petit garçon, Timothy James White, 5 ans, qui est porté disparu. Lui aussi, il marchait jusqu'à chez lui après l'école et il n'est jamais rentré. Ça s'est passé dans la petite ville de Ukiah, en Californie. C'est environ à 4 heures de voiture de Merced.
Et là, quand ça sort dans les journaux, la population a juste une impression de déjà-vu. Même si ça fait 7 ans d'écart, 2 petits gars presque du même âge disparaissent dans le même état, dans le même contexte. Timothy, c'est un enfant adorable lui aussi. Il a des cheveux bouclés très blonds, quasiment blond platine. Là. Il a les yeux bruns et des petites taches de rousseur sur les joues. Il a comme aussi un peu le même profil de victime que Steven. Mais tu sais, 7 ans d'écart. Est-ce que c'est lié? Difficile à dire. Mais bon, même chose que pour Steven, avec Timothy, on déploie tous les effectifs possibles pour le retrouver. Et on assume tout de suite que c'est un enlèvement. On prend vraiment ça au sérieux, heureusement. Et c'est impossible pour la presse de ne pas mentionner le nom de Steven Stayner quand on rapporte l'histoire de Timothy White. C'est juste trop similaire, puis ça ravive un peu une douleur que toute la population avait un peu cicatrisée. Ouais. Et encore une fois, rien. C'est ça le plus fâchant. Timothy White, lui aussi, il s'est juste évaporé, volatilisé en un claquement de doigts. Ouais. En plein jour, en public, là, je comprendrai jamais comment personne ne voit rien. Là. C'est fou. Mais des fois, quand il y a autant de monde, c'est comme s'il y avait personne. Là. C'est ça, on se dirait fond que dans le mouvement. C'est plus facile de pas voir quelque chose. Là. Ton attention est un peu fixée sur quelque chose en particulier. Exact, là. C'est ça. Une quinzaine de jours passent sans aucune avancée et là, on craint le pire. Mais 16 jours plus tard, le 1er mars 1980, quelque chose d'incroyable arrive. Tenez-vous bien. Mon Dieu, je suis pas prête. Un petit garçon entre dans le poste de police de Ukiah, Californie. Timothy White, 5 ans. Non. Il dit qu'il est avec un autre garçon un peu plus vieux qui attend dehors. Arrête. Là, on prend en charge Timmy. On est genre, mon Dieu, c'est toi, c'est Timothy White. Ça fait 15 jours qu'on te cherche. T'étais où? On va appeler tes parents, blablabla. Puis dans le poste de police de l'endroit où il a disparu? Ouais. OK, c'est ça. Et là, il faut prévenir ses parents. À Timothée, leur fils est sain et sauf. Là. Après 15 jours, déjà, les gens commençaient à craindre le pire. Mais là, quelle belle nouvelle. Et là, pendant ce temps-là, on va voir dehors, c'est qui l'autre garçon, tu sais? Le fameux adolescent qui attend dehors. On le fait rentrer, on l'amène en interrogatoire. Puis là, il se présente et dit « Bonjour, je m'appelle Dennis. J'ai 15 ans, puis j'ai fait de l'autostop avec Timmy pour essayer de retrouver sa maison. Mais on s'est perdu, on savait pas trop où aller, fait qu'on a décidé d'arrêter au poste de police. » Puis là, les policiers sont comme « OK, mais tu sais que Timmy il est recherché dans tout l'État de la Californie depuis 16 jours. Là, tu sais, comme faire de l'autostop, tu aurais pu appeler le 911 si tu l'avais trouvé. Là. Qu'est-ce que tu faisais avec lui? Comment tu l'as trouvé? Qu'est-ce que tu sais? » Et là, Dennis, il est pas bien. Il se tortille sur sa chaise, il sait pas quoi dire. Il répond pas aux questions, il change de sujet. Et la police insiste. Il est genre, dis-nous ce que tu sais, dis-nous, parle-nous. Que sais-tu? Là, Dennis, il prend un moment. Et là, il dit « All I can say is I know my first name is Steven. » Tabarouette, non. Tout ce que je peux dire, c'est que mon prénom est Steven. Tout ce que je sais, c'est que mon prénom est Steven. Onde de choc. Les policiers ne le croient même pas. Il faut qu'ils trouvent dans les archives un avis de recherche du petit Steven puis comparer pour confirmer que c'est bien lui. Le garçon de 15 ans devant eux est nul autre que Steven Stayner, disparu 7 ans plus tôt dans une ville voisine. What the fuck? Puis là, il réapparaît 7 ans plus tard avec un autre petit gars. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faisait pendant les 7 dernières années? Puis pourquoi il est avec Timothy White? Je vais tout vous expliquer. Restez avec moi. Mais là, pour le moment, mais pour les autorités, la famille Stayner et la population, là, ça va être très long avant de connaître toute l'histoire que je vais vous raconter. Steven n'est pas capable de dire grand-chose sur le coup là, quand les policiers réalisent à qui ils ont affaire. Là. Steven, il se rappelle même pas de son nom de famille. Il sait juste qu'il s'appelle Steven, mais avec le peu d'informations qu'il est capable de donner aux policiers, on réussit à procéder à une arrestation le lendemain. Un homme nommé Kenneth Parnell. Genre avec ce que les deux garçons ont dit dans les interviews, genre? Exactement. Et là, je vais vous expliquer le tout. OK. Voici ce qu'on va finir par apprendre après de multiples interrogatoires quand peu à peu, Steven a commencé à s'ouvrir. Parce qu'au début, il était très fermé. Repartons du début.
je vais vous laisser sur un petit suspense, là, mais je vais vous parler de Kenneth Parnell avant. OK. Kenneth Parnell, c'est l'homme qui a gardé captif le petit Steven Steiner durant 7 ans. Je suis genre sous le choc. On dirait que j'avais oublié. En tout cas, dans ma tête, dans les trigger warnings au début, dans les 3 avertissements, t'avais dit meurtre d'enfant. Mais là, j'ai dit crime. C'est ça, là, je suis comme, what? J'ai fait attention, j'ai dit crime commis sur des enfants. Je m'attendais pas à ça. Mais ouais. J'ai trop hâte de savoir. C'est fou. Excusez, là, je suis perturbée. Vraiment. Okay. Genre, quel miracle, quand même. Oui. Après 7 ans, là. Genre, un petit garçon disparu qui revient avec un second petit garçon disparu, genre. C'est... j'ai plein de questions. Ça dépasse la fiction, là. C'est comme dans un film, ça serait too much. Ouais. Bon, c'est qui le vieux bozo de Kenneth Parnell? Ouais. Lui, il est né en 1931 au Texas. Son père l'a abandonné quand il avait seulement 6 ans, ce qui a fait déménager Kenneth, sa mère, ses 2 demi-sœurs et son demi-frère à Bakersfield, en Californie. Là-bas, sa mère gère une auberge et, dans sa jeunesse, Kenneth a beaucoup de problèmes avec la justice. Il commet plusieurs crimes comme des vols de voitures, des incendies criminels, tu sais. C'est un délinquant juvénile. Et en 1949, à l'âge de 18-19 ans, il va se marier à une certaine Patsy, qui, elle, a seulement 15 ans. Mais bon, 2 ans plus tard, les deux vont avoir un enfant ensemble, une petite fille. Et c'est pas mal en même temps que les crimes de Kenneth vont commencer à escalader. Genre, l'arrivée d'un enfant ne va pas stabiliser sa vie, bien au contraire. Kenneth va se procurer un badge de policier dans un surplus de l'armée et l'utilise pour amadouer puis agresser sexuellement un garçon de 8 ans. Non. Oui. Kenneth justifie cet acte par le manque de sexe dans son couple depuis que sa femme Patty était tombée enceinte. Puis là, après avoir accouché, le stress d'avoir un nouveau-né, ça l'a fait kidnapper puis abuser sexuellement d'un enfant. Un enfant, oui. Genre, tu peux pas aller tromper ta blonde avec une femme du même âge. Non, un petit garçon de 8 ans. Non, il y a un... Il est formellement reconnu coupable de viol et de personnifier un policier, mais il reçoit juste une sentence de 4 ans de prison, évidemment. Yark. Patty veut quand même rester mariée à Kenneth pendant un bon moment après ça. Peut-être qu'elle l'avait juste renié de sa vie, mais que le divorce a pris plus de temps, ou peut-être qu'elle a continué à vivre avec, ça, je ne sais pas. Mais ils vont seulement divorcer en 1957. Selon les dires de Kenneth, il a déménagé après ce divorce-là et s'est remarié immédiatement à une autre femme la même année. Mais il se fait encore arrêter par la police, cette fois pour un vol à main armée au Utah. Il va purger une peine de prison aussi, je ne sais pas combien de temps. Là, sûrement plus que 4 ans. Oui, c'est ça. Comme le système est super bien fait. Exactement. Et là, il va finir par sortir de prison parce que même si c'est un criminel récidiviste, on le sort. Ben oui. Et Kenneth dit encore une fois qu'il s'est remarié. Mais c'est difficile de suivre là, c'est son historique de mariage et honnêtement, je m'en bats les couilles. Mais qui veut se remarier avec un pédophile plusieurs fois? Genre, plusieurs personnes, en fait, s'il y a eu plusieurs mariages, genre, je comprends pas. Tu sais que ce gars-là vient de passer 4 ans en prison parce qu'il s'est fait passer pour un policier pour agresser un petit garçon de 8 ans, puis toi, tu te dis, genre, je lui donne sa chance, ça va être le mari genre, que je veux dans ma vie. Comme. C'est difficile à comprendre. Je me dis peut-être que les femmes le savaient pas. Peut-être. Puis, il a jamais rien fait à sa propre fille, mettons? Ça, on le sait pas, mais tu sais, rapidement, il était en prison quand sa femme venait d'accoucher, puis il l'a renié de sa vie. Fait que, I guess qu'elle a été chanceuse, puis il a jamais vraiment été dans sa vie. D'accord. En 1972, Kenneth Parnell a 41 ans. Et ça, c'est l'année de l'enlèvement de Steven. Kenneth, il travaille au Yosemite Lodge depuis plusieurs années. Et là, j'ai cherché la prononciation parce que moi, je disais Yosemite. Oui. Mais c'est Yosemite. Oui. Il travaille dans une auberge dans le Yosemite National Park en Californie. Et c'est un hôte de nuit. C'est comme un peu, lui, sûrement qu'il y a moins d'employés la nuit, mais lui, c'est lui qui va sûrement s'occuper d'accueillir des gens s'ils arrivent au beau milieu de la nuit, mettons. Ouais. Et là-bas, à cette job-là, il va se lier d'amitié avec un collègue de travail, Edward Arvin Murphy, 31 ans. Donc, 10 ans plus jeune, 41 ans et 31 ans. En décembre,
1972, Kenneth approche Edward en lui disant qu'il veut fonder une religion. Et pour ce faire, il a besoin d'un enfant, un garçon, pour l'élever de la bonne façon selon sa nouvelle religion. Edward est comme « D'accord, je vais t'aider à trouver un garçon. » Yark! Ouais. Edward dira plus tard qu'il a accepté d'aider Kenneth à kidnapper un enfant, mais jamais il savait ce qu'il comptait faire ensuite. Mais là, sacrément. Mais là... C'est déjà le début du problème. Là. Cocologie, Edward, là. Ça marche déjà pas, là. Non, vraiment pas. Donc, le 4 décembre 1972, un petit garçon du nom de Steven Steiner marche pour retourner chez lui après l'école sur le bord de la route et un jeune homme qui distribue des pamphlets l'aborde. Cet homme est Edward Murphy. Il lui dit qu'il ramasse de l'argent pour la charité, pour faire un don à l'église, là, pour sûrement la nouvelle religion de merde là, que Kenneth, son prétexte de cul, là, bref. Et là, Edward, il dit à Steven, là, « Est-ce que ta mère aurait un peu d'argent pour donner à l'église? Oh. » Puis là, Steven, gentil, généreux, puis tu sais, un bon petit croyant, là, surtout à cette époque-là, il dit « Ben oui, ma mère aurait probablement quelques sous à donner pour votre église. » Fait que là, Edward, il dit « Ben super! Embarque, on va aller voir ta mère. » Ça m'écoeure tellement, là, les gens qui prennent des quel... postes genre autoritaires pour faire ce genre de choses-là. Pour profiter de la générosité d'un enfant. Ça arrive, là, ici, en plus, là. C'est arrivé, là, pas tant longtemps, là. Je sais pas ah oui? Ben oui, à Montréal, il y a eu un genre de petit groupe ben là, je veux pas parler à travers mon chapeau, ni si c'est une affaire en cours, là. Mais il y a eu un genre de groupe qui dénonçait des policiers qui utilisaient leur rôle de policier pour embarquer des mineurs dans leur char. Puis... Oui, c'est vrai. Mm-hmm. Puis c'est ça, là. Les agresser sexuellement, clairement, là. Mais c'est ça. Je pense que c'est en cours, là, mais... Ouais, ils se faisaient passer pour des mineurs sur Snapchat, là. Ouais. Puis c'est genre un groupe de jeunes, je pense, de jeunes garçons, de jeunes hommes, genre qui, comme, se sont ralliés mobilisés, pour... ouais. Mm-hmm. En tout cas, faire sortir ça. Oui, j'avais oublié ça. Bref, whatever. Mais oui, ça genre, la méchanceté, là, c'est dégueulasse. Mm. Et là, ben, pendant que Edward est en train d'amadouer le petit Steven, il y a une voiture qui s'arrête. Une Buick blanche, conduite par un autre homme, Kenneth Parnell. Puis là, Steven, il est genre, c'est qui? Pourquoi il y a une voiture, tu sais, au parfait moment qui ralentit, là? Tu sais, c'est comme trop bien timé, là. Mais Edward, il dit, non, il est avec moi, embarque dans l'auto. On va te reconduire à la maison pour aller parler à ta mère puis collecter son don, sa donation. Et là, ben, aux yeux du petit Steven qui a juste 7 ans, tout ceci a ben du sens. Et ben, il y aura un lift en plus de ça. De toute façon, je veux dire, même s'il n'avait pas accepté, là, genre, on parle de deux hommes vraiment vieux qui sont aux côtés d'un petit garçon de 7 ans. Là. C'est ça. Même si on éduque bien nos enfants à dire, genre, ne parlez pas aux étrangers, t'as quand même 2 hommes en ce moment qui ont un petit garçon. Là. Oui. Je pense pas qu'ils vont accepter un non. Là. Exactement. Fait que, aussi simple que ça. Steven embarque dans l'auto, sur la banquette arrière avec les 2 hommes en avant. Yark. Puis ils repartent. Dans la voiture, l'homme derrière le volant ne suit pas les indications données par Steven pour rentrer chez lui, évidemment. Il manque la sortie et à la place, il s'arrête à une station-service pour mettre de l'essence. Il va ensuite à une cabine téléphonique et laisse Steven dans l'auto. Et là, ben, quand il retourne dans l'auto, Kenneth dit à Steven, parce que en fait, tout ça est vraiment stratégique. Là. Il a fait en sorte de se stationner à la station-service où il y a un téléphone public. Puis là, il a fait assemblant de parler au téléphone public. Là, il retourne dans l'auto. Il dit « Hey, salut, je viens de parler à tes parents. Ils m'ont dit qu'ils veulent plus jamais te voir. » Ben oui, for sure. Ils disent que tu veux pas rentrer. Ils disent qu'ils veulent pas que tu rentres à la maison. Ben oui, comme si ça arrivait dans la vie, ça. Mais oui, mais il y a juste 7 ans. Genre, pauvre petit, c'est terrible. Puis là, ben, le petit Steven, lui, il est tellement confus. Il se fait dire que ses parents, ils veulent plus rien savoir de lui. Puis qu'ils ont dit, ben, tu peux le garder. Non. Fait que là, l'homme se retourne et dit, salut, je m'appelle Kenneth. C'est moi ton père maintenant. Ah, colique. Genre, là, Steven, il part à pleurer. Il est inconsolable. Lui, il pense qu'il vient de se faire abandonner par ses parents. Steven et les 2 hommes roulent ensemble pendant 2 heures. Et le petit est amené dans une chambre, dans une espèce de lodge, un petit chalet dans le fin fond du bois qui appartient soit à la mère de Kenneth ou à Kenneth. Pas trop clair. C'est pas genre à la job où est-ce qu'il travaille? Non. OK. Steven sait pas du tout il est où et dès son arrivée, Kenneth le sédate avec du sirop pour la toux pour le calmer.
Parce qu'évidemment, lui, il est comme en crise de nerfs. Là. Il vient de se faire annoncer, tes parents t'abandonnent. Là. Puis un vieux monsieur, 41 ans, un monsieur dégueulasse pareil, te dit « Salut, c'est moi ton père maintenant. Mm-hmm. » Edward, lui, il pose pas plus de questions, il retourne à son train de vie quotidien ensuite. Puis il va jamais rien dire. Genre, allô, là. Niaise-moi. Pendant une semaine, en même temps que de torturer et agresser sexuellement à répétition le petit Steven, Kenneth lui dit qu'un juge vient de lui donner la garde et qu'il est maintenant son gardien officiel. Il est maintenant son père, blablabla. Il dit clairement tout ça pour se déculpabiliser. Ben là, oui, genre... puis le manipuler puis lui laver le cerveau, là. Ouais, aussi, mais genre... Comme il aurait même pas besoin de lui dire ça, là. En ce moment, il a le contrôle total. Mm-hmm. Comme tout ce qu'il dit, c'est pour se déculpabiliser lui-même, là. Mm-hmm. Il y a un problème, puis il le sait clairement, là. Ouais. Ça il va le dire plus tard parce qu'on va lui demander pourquoi tu as fait ça, puis Kenneth va juste dire « Je voulais un fils ». Ben oui, un fils pour l'agresser sexuellement, genre. C'est pas de même ça marche pour mon chum, là. Non. Au début, Steven, il supplie Kenneth d'arrêter, de le ramener à sa famille, mais à un moment donné, il commence à le croire que sa famille voulait plus rien savoir de lui, puis que c'est lui son père, puis c'est ça sa réalité maintenant. Kenneth lui dit « Tu t'appelles Dennis Gregory Parnell maintenant? » Puis Gregory, c'était le vrai deuxième nom là, de Steven. Fait que je sais pas trop pourquoi il a gardé le deuxième vrai nom, mais bon. Et à force, tu sais, il se fait torturer, il se fait agresser, il se fait dire « Tu t'appelles Dennis, c'est moi ton père, tes parents t'haïssent. » C'est... Lui, il est juste genre « OK, là. » Tu sais, il a 7 ans. Son repère du temps doit être complètement fucked up. Vraiment. Là, genre 7 ans, je sais pas ça lui a paru combien de temps, mais c'est ça. Ça doit être tout brisé, là. Puis là, tout ça, c'est pendant vraiment une semaine, qui est un peu une séance de lavage de cerveau. Là. Il est enfermé dans une chambre, il sort pas du tout de la chambre. Il est drogué au sirop pour la toux, il se fait dire plein de choses horribles, il se fait torturer et il se fait convaincre que Kenneth, c'est son père maintenant. Le jour, Kenneth, il veut se conduire comme un père sensiblement normal avec Steven. C'est le soir que les abus commencent et tout. Fait que ça veut vraiment le mélanger. Là. Il est comme... Le jour, il a l'air d'un vrai père. Là. T'sais. Et peu à peu, Steven s'acclimate à ce mode de vie-là. Il peut sortir de la chambre, manger avec Kenneth, etc. Et dès que Steven mentionne son ancienne vie, entre guillemets, il est battu. Un jour, Steven a essayé de s'enfuir. Il est sorti dehors, mais quand il a vu qu'il était entouré de forêts, là, complètement perdu, il est juste retourné chez le kidnappeur parce qu'il était comme, je sais même pas où aller. Là. Je vais juste genre me faire manger par un ours. Là. Ouais, c'est ça. Il aimait mieux rester dans le chalet puis se faire torturer que juste se perdre en forêt. Il avait aucune idée il était où. Là. Exactement. Et le chalet, il se retrouve à Katie's Valley. Et ce que Steven ne sait pas, c'est que ce chalet-là, il est comme vraiment, mais vraiment pas loin de chez son grand-père. Oh non... Probablement que s'il s'était enfui puis il aurait cogné à la première porte, ça aurait pu être son grand-père, tu sais. Oh my God! C'est tragique, là. Après quelques semaines gardés captifs, les deux vont ensuite se promener partout à travers la Californie. Ils dorment dans des motels miteux, des trailers. Et Steven est vraiment devenu Dennis Parnell, le fils de Kenneth. Steven raconte aux policiers difficilement que malgré ce mode de vie instable, Kenneth le traitait comme son fils. C'était devenu ça, sa nouvelle vie. Kenneth l'a convaincu, il l'a même fait oublier, là, Steiner, il s'en rappelait plus quand il est arrivé au bureau de police 7 ans après. Là. Mm-hmm. Il l'a convaincu que son nom était Dennis, que Steven n'existait plus, que son passé n'existait plus. Kenneth a même inscrit Steven, à l'école, sous le nom de Dennis Parnell. Et là, je comprends pas comment c'est possible, mais bon. Il ne restait jamais longtemps au même endroit, à la même école. Il bougeait souvent, évidemment, parce que rester trop longtemps à la même place, ça peut faire commencer à éveiller des soupçons. Et dès que les gens commençaient à poser des questions, Kenneth fuyait la ville avec Dennis, puis déménageait, abandonnait l'école, l'inscrivait dans une autre école. Puis jamais ça l'a levé un seul drapeau rouge. Mm-hmm. Genre, je comprends pas comment le système scolaire pouvait comme... le petit Dennis Parnell, 8 ans, il revient plus jamais à l'école. Puis là, il est inscrit à une nouvelle école à 3 km point. Tu sais, comme... Ouais. Je comprends pas comment c'est possible. Mais c'est fou. Jamais Steven va s'enfuir, va parler à un professeur, va dire à un ami, c'est pas mon vrai père, je m'appelle pas Dennis. Il est complètement brainwash. Il devait se faire brainwash, puis aussi menacé de plein de choses, là. Genre... Ben oui. Mm-hmm.
Durant ses 7 ans et 4 mois de captivité, Steven va avoir été à 9 écoles différentes. Jamais quelqu'un veut réaliser quoi que ce soit. Après 2 ans de captivité, il y a une femme du nom de Barbara Mathias qui va emménager avec eux. Elle va comme devenir la babysitter de Steven. Je pense que c'était peut-être aussi une fréquentation de Kenneth. Je ne sais pas trop. T'as dit en quelle année? 2 ans après son kidnapping, fait qu'en 74 environ. Mais attends, parenthèse, j'ai une question. Mettons, pendant les 2 premières années après, là, justement, Ouais. là, avant que quelqu'un rentre dans le décor, là, comment les gens ne le reconnaissaient pas? Mais il était dans une autre ville. Mais tu sais, me semble même dans une autre ville, genre... Ouais, je sais, je suis si complètement c'est d'accord. un petit garçon autant, genre, porté disparu et donc mis partout, sur tout, genre, est-ce qu'il avait fait des modifications comme à ses cheveux, à sa face, à quelque chose, genre? Je sais pas. Je sais vraiment pas, mais moi aussi, j'ai trouvé ça bizarre. Puis... Je veux dire, une autre ville, là, genre Cédrica Provencher, là... On était dans d'autres villes là, que la ville où est-ce qu'il est porté disparu, puis m'a dire que tout le monde savait à quoi il ressemblait. Là, mais on est on est en 70. Ouais. Puis oui, ça passait peut-être à la télé un peu, dans les journaux un peu, mais c'est resté à Merced assez vite. T'sais, une fois que on le retrouvait plus, les recherches sont restées, le déploiement des affiches, des pamphlets, c'est resté dans la ville. Mais oui, moi, je trouve ça vraiment surprenant. 7 ans, oui, il va changer, oui, il va grandir, mais genre, je regarde une photo de moi à 7 ans, puis je me ressemble. Là. Ouais. Fait que genre, que personne n'ait catché rien pendant 7 ans et quelques... whatever, là, c'est étonnant, genre. Ouais, je suis vraiment d'accord. Ça me... Il a peut-être rasé les cheveux, là, je sais pas ça, là. Ouais. Mais puis aussi, les policiers, les enquêteurs, ils ont envoyé, là, des photos, des avis de recherche aux écoles des autres villes voisines. Ben, personne n'a fait de lien. Je comprends vraiment pas. C'est justement là que, genre, on cherche, je sais pas. Puis, tu sais, il a fait 9 écoles différentes. Puis, j'ai vu un article là, qui disait que parmi ces écoles-là, il y en a qui avaient reçu l'avis, là. Genre, attention, si un petit garçon ressemble à ça, tu sais. C'est fucked up, Je comprends pas. Les liens se sont pas faits. Et là, oui, en 74 environ, là... une femme du nom de Barbara Mathias va emménager avec eux et elle va vivre chez les Parnell durant 9 mois. Et là, ça me écoeure. Durant cette période, les deux, autant Kenneth que Barbara, vont agresser sexuellement Steven à au moins 9 occasions différentes selon Steven. Arc. C'est genre un objet sexuel depuis le début. Là. Il veut pas un fils, genre... Être son fils, c'est juste la seule raison qu'il a trouvé d'avoir son objet sexuel près de lui en tout temps. Genre. C'est juste ça. Là. C'est un pédophile qui était pas capable de se contrôler puis qui a décidé de faire ça. C'est tout. Là. Vraiment. Et là, plus tard, Barbara va nier ces allégations-là, mais rien porte à croire que Steven aurait menti là-dessus, genre pourquoi il aurait inventé ça, mais on pourra jamais le prouver. Puis Steven va jamais comme parler plus tard par rapport à ça. Ben, il va dire que c'est arrivé. Steven a dit une femme du nom de Barbara m'a agressé sexuellement avec Kenneth, mais tu sais, il n'y a pas eu de suite à ça. C'est sa parole à lui contre les deux autres, mais comme j'imagine, il n'y a pas de preuves. Là. Non, c'est ça. 4 ans plus tard, en 1976, Steven a 11 ans et vit toujours sous l'emprise de Kenneth. Les deux se ramassent dans la petite ville de Comanche à Santa Rosa, toujours en Californie. Et là tu sais, c'est des mini-villes qu'il va là. Il va pas s'installer là, dans des métropoles, là. Fait que des petites villes un peu redneck, là, que le monde n'a pas de télévision non plus. Fait que justement, peut-être que c'est pour ça qu'ils n'ont pas bien vu la photo de Steven passer. Mais bon, il choisit ces endroits pour passer incognito. Les deux emménagent là et ils vont s'établir là-bas pour un bon moment. Je pense que c'est l'endroit auquel ils vont rester le plus longtemps vivre. Okay. Kenneth et Steven habitent dans un trailer park à 30 minutes d'autobus de l'école. Steven est habitué, il est rendu Dennis Parnell. À l'école, c'est un petit gars tranquille. Il se fait des amis, là. Il a une vie maintenant. Là. C'est un garçon qui a l'air normal. Là. Au secondaire, il devient un peu comme un petit poteux. Là. Il est dans la gang des poteux, mais vraiment, là, c'est pas un garçon à problème, c'est pas un petit voyou. Il est tranquille, il est relax. Il veut boire très tôt et fumer du pot très tôt, justement, sûrement pour un peu se défouler puis oublier ce qu'il vit le soir à la maison. Là. Mais vraiment, tout le monde a juste du positif à dire à propos de lui. Là. Dans le documentaire, on a ses anciens amis d'école. Là. Il doit avoir un peu honte de ce qu'il vit à la maison. Fait qu'il reste timide, il reste comme low-key par rapport à ça puis il essaie d'avoir une vie normale.
Vraiment, il dit rien. Il veut jamais se confier à personne. Puis, toutes ses amies disent que c'est un gars chill, que tout le monde aime. Tu sais, il est pas rejet non plus, là, tu sais. Comme on a tous eu un gars de même un peu au secondaire, là, tu sais, ami avec tout le monde. Il aime le vélo, la pêche. Il va même rejoindre l'équipe de football. Puis, il va avoir une petite amie, là. Tu sais, il a vraiment une vie normale, ben... À part aux à yeux la de maison. tous, là, c'est ça. Aux yeux des autres élèves du secondaire, Dennis Parnell, c'est un gars super gentil, mais tu sais, un peu sale. Les gens remarquent qu'il porte toujours les mêmes vêtements. Ses cheveux sont un peu gras. Puis son père, il est weird, il est mystérieux. Tu sais, il habite dans un trailer park au loin. Mais, tu sais, à cet âge-là, je pense qu'ils se posent pas plus de questions que ça, ses amis. Là, ils ont 13 ans. Il n'y a pas trop d'argent, puis sa famille n'a pas trop d'argent. C'est ça. C'est un peu louche comment il vit, puis tout ça, mais... Exact, ils en font pas ça arrive un tout cas. le temps, là. Ben oui. Et, tu sais, le père à Dennis, là, il lui laisse énormément de liberté. Là. Tout le monde est comme quasiment impressionné là, par son père qui est cool. Tu sais, Dennis, lui, il a pas de couvre-feu. Il peut fumer des cigarettes, il peut boire, tu sais, il peut se servir dans le frigo des bières, même quand son père est là. Puis, tu sais, avec ses amis, il est comme, ouais, moi, mon père, il me laisse boire, tu sais. Puis tout le monde est comme, hey, son père, il a de l'air bien relax, tu sais. C'est surprenant. À quel point il y a de la manipulation, genre il est manipulateur pour qu'il ait même pas peur que son fils, entre guillemets, s'enfuit. Lui, il est mort de rire, là. Il est comme, je l'ai dans ma poche. Ouais, il a confiance aveugle, genre. Vraiment. Puis aussi, il a même pas peur qu'il s'enfuit la nuit. Il lui laisse chiller toute la nuit avec ses amis. Il barre pas les portes. Juste qu'il le laisse aller à l'école, là. Ouais. Je veux dire, il l'a brainwash, là. Il a vraiment lavé le cerveau. Puis il est peut-être... Je sais pas. C'est vraiment... J'ai vraiment de la peine pour ce petit gars-là. Là. Pendant 7 ans, il faisait semblant d'avoir une vie complètement normale devant tout le monde. Là. Ça devait tellement être complexe et tordu comme relation entre Steven et Kenneth parce que Kenneth alternait entre des gestes paternels comme « je vais l'inscrire au football »,« je vais aller l'encourager pendant ses matchs ». Il lui a même acheté un chien et la nuit, ben, il lui fait des abus sexuels. C'est comme les deux opposés extrêmes qui font juste mélanger le petit gars qui grandit dans cet environnement-là, puis qu'il n'y a pas d'autres exemples de figure paternelle parce que, tu sais, lui, c'est loin, là. Mais il y en a quand même premier père pendant 7 ans, mais I guess que vraiment, il est juste sous une emprise qui sait qu'il ne peut pas se défaire, là. Parce qu'il y en a eu un, là, sûrement un bon exemple paternel, là. Je veux dire, quand tu as 7 ans, tu t'en rappelles. Je vais y revenir. OK. Mon Dieu. Je suis pas sûre, moi, qu'il y avait des bons parents. Oh, mon Dieu, Seigneur! Mais ça, c'est comme des allégations, mais selon moi, il n'avait pas des si bons parents. Personne à l'école, aucun de ses amis de son entourage ne savait ce qui se passait entre les murs de son petit trailer home. Et dans le documentaire, il y a une de ses anciennes professeurs qui parle, puis elle est en larmes, puis elle dit « J'ai failli à ma job. J'ai jamais rien vu. J'ai pas vu aucun drapeau rouge, aucun signal. Puis il s'est même pas senti assez en sécurité pour venir me parler. Ça, c'est important pour moi. C'est ma job d'être là pour ces enfants-là. Puis elle s'en veut beaucoup, puis je trouve ça vraiment triste. Ouais. Puis comme tu disais, il y aurait eu, je pense, 1 million d'occasions de s'enfuir, là, Steven. Ou de se confier, de dire une affaire. C'est une petite chose là, pour laisser sous-entendre quelque chose, mais rien. Il a gardé le silence, il a juste subi, il a encaissé les coups un après un sans jamais rien dire. Il se sentait impuissant. Il se disait, on va pas me croire si je dis ça. C'est ça ma vie maintenant, puis ça va peut-être être pire après. Je suis peut-être juste mieux. Ben c'est ça, là. On dirait qu'avec ce que tu viens de semi-dévoiler, je me dis, peut-être que s'il a pas connu mieux avant, dans le fond, ben il est juste comme, what's life? Genre, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vraiment. C'est juste un drame après l'autre. Vraiment. À l'automne 1979, à l'âge de 14 ans, sa vie en tant que Dennis Parnell commence un peu à se stabiliser. Il commence un peu, je pense, à trouver quelque chose qu'il aime à sa nouvelle vie, là, qui est rendu sa vraie vie, en fait. Là. Il aime ses amis, il aime son école. Mais c'est là que Kenneth décide de déménager. Il est comme « Ah, t'es trop confortable, on déménage. » C'est dangereux de rester au même endroit trop longtemps. Puis une méthode de manipulation et de contrôle, c'est de jamais garder une stabilité dans la vie de ta victime. Donc, Kenneth traîne Steven dans une autre espèce de cabane, là, un autre chalet dans la forêt, dans le nord de la Californie, dans le comté de Mendocino. Ben ouais, parce qu'éventuellement, si tu dis qu'il y avait une blonde, qu'il y avait des amis, il aurait pu un jour se confier de quoi que ce soit. Oui. Fait que ça devenait dangereux pour Kenneth.
Puis, tu sais, en vieillissant, tu peux peut-être revenir à la raison, réaliser, ben voyons, je suis fort, je suis grand, je pourrais juste partir. Tu sais, je comprends quand tu as 10 ans. des gens aussi. Ouais. Ben, c'est ça. Quand tu as 10 ans, tu peux peut-être avoir vraiment peur, mais en vieillissant, des fois, tu peux comme réaliser, hey, il me fait plus peur, ce monsieur-là, tu sais. Ouais. Fait que là, ben, Kenneth, il est comme non, on s'en va. Une autre raison pour laquelle on pense que Kenneth a décidé de déménager, c'est que Steven commence à vieillir. Il est plus le petit garçon qu'il était à 14 ans. Et Kenneth, qui est clairement pédophile, ben peut-être qu'il est plus autant attiré envers Steven qu'avant. Et là, ben, s'il veut enlever quelqu'un d'autre, il peut pas le faire dans la même ville où il habite. Donc, il peut repartir à zéro en déménageant ailleurs. Et une fois à Mendocino County, dans ce nouvel environnement isolé, dans une région éloignée où personne ne les connaît, Kenneth demande à Steven de l'aider à lui trouver un petit frère. Ouais. Il l'amène avec lui dans les rues puis il lui demande d'attirer un jeune garçon. Mais Steven, lui, il veut pas. Il fait par exprès pour saboter chaque fois les plans. Il fait comme... Je sais pas exactement c'était quoi les plans, là, mais tu sais, il fait tout pour que ça fonctionne pas. Ouais, parce que sans doute qu'il est capable d'accepter ce que lui, il vit, mais là, il veut pas faire vivre ça à quelqu'un d'autre. Exactement. Autant Steven il a l'air dans le déni profond, autant son subconscient sait que Kenneth il est en train de répéter le même pattern. Il veut kidnapper un autre enfant pour refaire la même chose que lui a subi. Et là, Kenneth commence à être tanné et comprend bien que Steven ne veut pas coopérer. Le 13 février au soir, Kenneth approche un jeune garçon de 13-14 ans du nom de Randall Sean Poorman, un nouvel ami que Steven s'était fait dans la dernière année, depuis qu'ils ont déménagé à Mendocino County. Et là, j'ai dit qu'on est le 13 février, on est le 13 février 1980. Là, Kenneth offre à cet ami-là, le Randall, il lui dit « Pour 50$ de l'alcool et du pot, aide-moi à trouver un petit gars pour agrandir ma famille. » Et là, le jeune Randall accepte. Je suis genre « What the hell? » là? C'est genre un fin manipulateur, là, Kenneth, là, je comprends pas. Mais bon, le 14 février 1980, Randall attend au Palace Hotel dans la ville de Ukiah le nouvel emploi de Kenneth. Il travaille dans un hôtel à Ukiah. Et là, Ukiah, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais oui. C'est une ville pas trop loin. De Timothy. Mm-hmm. Et là, Randall, il attend que Kenneth finisse son shift. Et les deux vont ensemble magasiner les essentiels pour le plan. Du jus d'orange, des somnifères et des vêtements de petite fille pour pouvoir faire passer l'enfant kidnappé pour une fille si la police lance un avis de recherche. Genre, on va pas soupçonner un homme avec une petite fille si on cherche un petit gars, mettons, tu sais. Ouais. Genre, vraiment, il pense à tout, là. Puis Randall, il coopère. Randall, il a l'âge de Steven? Ouais, même qu'il est un peu plus jeune. Puis Steven, il est-tu comme un peu dans le plan en ce moment? Non, il est pas au courant. Il est pas au courant, OK. Lui, Steven, il pense que Kenneth, il est au travail, là. Ouais. Plus tard, en se promenant en voiture, Randall et Kenneth tombent sur un petit enfant, un petit garçon qui rentre de la maternelle à pied. Il marche presque la totalité de son parcours accompagné d'un ami, mais une fois arrivé à la maison de son ami, lui, il lui reste quelques pas pour aller à sa propre maison. C'est comme leur petite routine, ils marchent ensemble. La maison de l'autre est un peu avant, fait qu'il le laisse là, puis il doit finir le tout seul. Et c'est à ce moment précis que Kenneth en a profité pour ralentir la voiture et aborder le petit gars, qui est Timothy White. Mm-hmm. Randall sort de la voiture et lui dit qu'il a besoin d'aide avec son pneu. Et là, ben, Timothy, lui, il a peur. Là. Il trouve ça vraiment weird comme situation, fait qu'il s'enfuit tout de suite à la course. Là. Sûrement que, ben, après l'histoire de Steven, ben, ils lui ont dit, si quelqu'un t'aborde, tu pars à courir. Si un vieux monsieur te parle, là, tu t'enfuis. 100%. Crie au pire. Exact. Fait qu'il part à la course, mais Randall le rattrape pendant qu'il est en train de grimper à une clôture. Là. Il avait peur à ce point-là, le petit gars. Là. Il l'attrape, il pitche sur la banquette arrière de l'auto. Mais genre, quelle esti de manipulation Kenneth a fait à Randall pour que Randall, il croit bon, genre, courir après un petit gars pour le rattraper, genre. À quel point il voulait le petit gars, genre, pour être sûr que Kenneth soit content, genre. C'est dégueulasse. Il a dû lui faire peur en esti, là. Ben ouais, vraiment, là. Parce que, tu sais, Randall, il a 14 ans, je pense, 13 ans. Mais c'est ça. Fait qu'il faut pas trop y en vouloir, là. C'est encore manipulable, là. Je veux dire, c'est un enfant, là. Ouais. Ah... Là, Timothy, il se débat dans l'auto. Tu sais, lui, là, il est pas du tout en mode « j'accepte mon sort ». Il crie, il hurle, mais on lui force à boire du jus d'orange rempli de somnifères, puis ben ça va le calmer.
Kenneth remercie ensuite Randall et le menace de tuer toute sa famille s'il dit quoi que ce soit. Fait que là, Randall, qui a 13 ans, il va garder le silence et rentrer chez lui, faire comme si de rien n'était. C'est sûr. Ce jour-là, Kenneth revient à son petit chalet dans les bois avec un petit gars. Il le présente à Steven. « Voici ton nouveau frère, Timmy. » Il lui dit « J'ai obtenu sa garde là, comme avec toi. Il va vivre avec nous maintenant. Là. Je l'ai adopté. » Et c'est sûr que Steven, là, c'est comme la goutte qui a fait déborder le vase. Là. C'est ça. Là, il est vraiment confronté. Il vit comme un gros combat intérieur là, parce qu'il regarde le petit Timmy, puis il se voit, lui, 7 ans plus tôt. Puis il sait ce qui attend Timmy, là. Il sait le destin qui l'attend. Il est passé par là, lui aussi. Puis il sait que tout ça, c'est pas correct. Là. Depuis des années, il sait ce qu'il vit. C'est pas légal. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire, lui? Il voyait aucune solution. Il se disait, moi, ma famille m'a sûrement oublié. Est-ce que quelqu'un va me croire si je dis mon père, c'est pas mon père? Tu sais, je vais avoir de l'air fou. C'est aussi genre le premier espoir qu'il a dans sa vie, de voir que là, il y a peut-être l'opportunité de sauver quelqu'un. De s'enfuir, genre, quitte à genre s'en foutre de ce qui va y arriver à lui, genre. Exact. Il se dit, pour moi, c'est peine perdue, là. Moi, j'ai déjà vécu tout ça, ma famille m'a oublié, mais pour Timmy, il n'est pas trop tard encore. C'est ça. C'est une chose pour Steven d'accepter son sort, d'accepter de vivre les années d'abus, mais il peut pas accepter qu'un autre petit gars subisse la même chose sous ses yeux. Timmy a les cheveux très distinctifs, là, d'un blond presque platine, fait que rapidement, Kenneth va lui teindre les cheveux en brun foncé. Et malgré le nouvel atout à la famille Parnell, entre guillemets, la routine du foyer Parnell n'a pas beaucoup changé. Là. Je pense que Kenneth, à cause ça a vraiment fonctionné facilement avec Steven, il va vite laisser Steven tout seul avec Timmy puis partir à job le soir, pas barrer les portes. Là. Lui, là, c'est facile. Là. Il est comme juste genre, ben oui, je l'ai kidnappé, il est chez nous. Merci, bonsoir. Il n'a pas commencé à faire des abus à Timmy comme il a fait à... Je n'ai pas trouvé. Moi, je suis sûre que oui, là, parce qu'il l'a gardé 16 jours. Moi, je suis sûre qu'il y en a eu, mais c'est pas mentionné dans les sources. Genre, ça se peut qu'il passait tout son temps avec Steven puis qu'il n'a rien vécu. Exact. Genre, ça se peut. Mettons, j'aimerais croire que... exactement. OK. Fait que chaque soir, Kenneth, il part au travail pour son chiffre de nuit à l'hôtel, puis il revient le lendemain matin, puis il laisse les deux jeunes ensemble. C'est quand même mais sûrement qu'il y avait tellement courageux. De la confiance, genre que quand il a kidnappé Steven, ben ça fait 7 ans de tout ça, genre que peut-être que dans les 16 premiers jours, il était pas stressé, genre parce qu'il a trop pris pour acquis que ça avait marché la première fois. T'sais. Exact. Fait que, bref, tout ça pour dire qu'on ose croire encore qu'en 16 jours, il s'est rien passé avec Timmy, juste parce qu'il était trop confiant et qu'il prenait pour acquis tout ça. Là. Exact. OK, bon, bref, excuse. On va espérer. Là. Non. Ouais. Et là, durant la nuit, seul avec Timmy, Steven, il le regarde. Là. Il est tout seul avec. Là. Puis il doit le garder. Il le voit pleurer, apeuré, complètement perdu, appeler sa mère. T'sais. Puis lui, il est juste genre, qu'est-ce que je fais? Je peux pas voir ça. Il en peut plus, là, Steven. Ça le torture. Après 15 jours, la nuit du 28 février au 1er mars 1980, Kenneth part au travail comme à son habitude. Et 1 heure après, Steven, il dit « OK, j'y vais ». Il met Timmy sur son dos, puis il s'enfuit. Pour la première fois en 7 ans, Steven il a ramassé assez de courage pour s'enfuir avec Timmy. Son empathie lui a donné la force nécessaire pour agir, parce qu'il ne pouvait pas laisser quelqu'un d'autre souffrir. Il va faire du pouce le long de la route avec le petit Timmy sur son dos. Là. C'est genre, ça me brise le cœur. Ils disent rien aux gens qui l'embarquent. Là. Il fait juste dire « Amenez-nous à Ukiah ». Parce que Timmy, il sait qu'il habite à Ukiah. Steven, il veut juste le ramener chez lui. Là. Il sait pas lui ce qu'il va faire après. Là. Lui, il se dit juste, je vais le ramener chez lui, puis je verrai ensuite. Je vais revenir, puis je dirai à Kenneth, au pire que je l'ai perdu. Genre. C'est ça, peut-être. Il n'y a pas de plan plus loin que je le ramène chez ses parents, c'est tout. Les deux finissent par aboutir à Ukiah, mais une fois là-bas, au milieu de la nuit, Timmy est désorienté, là, sûrement qu'il a peur et tout. Il sait pas comment rentrer chez lui. Là, Steven décide d'aller au poste de police à la place. Il descend Timmy sur son dos, puis il lui dit « Vas-y, rentre au bureau de police, dis « Je m'appelle Timmy White ». Mais lui, il veut même pas rentrer, tu sais. Pauvre petit, ça a pas de Il est tellement brisé, il est juste genre « Toi, vas-y, t'as plus besoin de moi.
Il a tellement bien fait de dire, genre, c'est un ami de 15 ans, genre, qui m'a apporté, là. Peut-être qu'il serait reparti, tu sais, il attendait, il était juste, genre, il savait pas quoi faire. Ouais, peut-être qu'il fumait une clope, genre. Puis là, il y a quelqu'un qui est venu le voir. Genre, il devait juste hésiter, est-ce que je rentre ou je retourne chez Kenneth, là. Genre, lui, après 7 ans, ça n'en valait comme plus la peine dans sa tête. C'est ça, lui, c'est terminé, tu sais. Et comme Steven, il n'existe plus. Oh my God. Pauvre petit, ça me brise le cœur. C'est tragique. Mais rapidement, au moins, la police va aller lui parler. Et là, comme je vous ai dit au début de l'histoire. Tu sais, Steven ne sait même pas comment écrire son nom de famille. Il va écrire Stainer avec une faute quand il va finir par se rappeler de son nom. Et les policiers, ils le croient même pas au début. Là. Ils sont genre, ben non, impossible, là, c'est sûr qu'il est mort, Steven Stainer. Là. Dans les rapports officiels de la police, on peut lire le témoignage de Steve. Il dit « My name is Steven Stainer » avec un « i » au lieu d'un « y ». I am 14 years of age. I don't know my true birth date, but I use April 18. I know my first name is Steven. I'm pretty sure my last is Stainer. If I have a middle name, I don't know it. Tu sais, c'est comme... Il avait comme refoulé tous ces souvenirs-là qui ressortent tous mélangés en même temps. Là. C'était comme plus important pour lui. Il était qui depuis 7 ans, tu sais. Mais c'est fou parce que il finit comme un héros, là. Ben oui. C'est héroïque, là, comme fin de son histoire, en tout cas. Puis tout ça, on va l'apprendre vraiment plus tard parce qu'au bureau de police, là, il dit pas grand-chose, Steven. Parce qu'il veut même pas se l'avouer à lui-même, ce qu'il a vécu. Là. Il est même pas capable de dire qu'il a vécu des abus sexuels. Genre, il veut tenir son point pendant longtemps, là, pendant des mois, qu'il n'a jamais été abusé sexuellement. Il va dire non, Kenneth, c'était un bon père. Il prenait soin de moi. Il veut le défendre. Oh shit. Il se sent comme trop humilié par tout ça. On va le réinterroger plus tard pour en savoir plus, mais là, après avoir appris les grandes lignes de l'histoire, on veut le ramener à sa famille. Et fou braque, là, on appelle les Stainer puis on leur dit « On a retrouvé votre fils. » 7 ans plus tard. Genre, c'est sûr que t'es comme « Non, c'est un prank, là. » Comment sûr. Tu t'attends pas à avoir cet appel-là 7 ans plus tard? Oh my God, c'est tellement fou. Je capote. Genre, je vais venir émotive. Ouais. Genre, non seulement on a votre fils, là, mais il a sauvé la vie d'un autre, là. Tu sais, c'est fou. Genre, c'est votre fils qui vient de ramener Timmy, qui est aux nouvelles depuis 16 jours. Puis il va bien, votre fils, on l'a avec nous, on vous le ramène demain. Genre, parce que c'était dans la nuit, là, il y avait comme un délai, mais il allait le ramener le lendemain. À Merced, alors qu'ils attendent le retour de son Stevie, la famille capote. Son père dit à un journaliste, parce que, tu sais, ça va fuiter vite, là, genre Steven a été retrouvé. Fait qu'avant même qu'il retourne chez eux, ça en parle aux nouvelles, genre. Steven Stainer is back. Genre, we found him. Non. Et là, les journalistes vont interroger la famille avant même qu'ils aient vu leur enfant encore, là. Et son père va dire « Nous avons conservé tous ses cadeaux de Noël et d'anniversaire pendant toute la durée de son absence, en attendant simplement qu'il rentre à la maison. Maintenant, j'aurais aimé lui en avoir acheté plus. » Steven va être ramené chez lui le 2 mars 1980, le même jour qu'on procède à l'arrestation de Kenneth Parnell. Si la disparition de Steven Stainer faisait la une des journaux locaux à l'époque, son retour, lui, fait les manchettes nationales. 2 garçons disparus à 6-7 ans d'écart retrouvés ensemble. Les 2 ont été rassemblés avec leur famille, mais disons que pour Steven, son retour à la vie normale a été extrêmement éprouvant. Avant même qu'il ait revu sa famille, dans le délai d'une journée, entre son arrivée au poste de police et son retour chez lui, les médias savaient qu'il avait réapparu et il était déjà une vedette, là. Kerry Stainer, lui, son grand frère, là, il était en nature avec des amis cette journée-là, puis il apprend à la radio. On a retrouvé vivant Steven Stainer. Lui, il est genre, what the hell, mon petit frère? C'est sûr que tu comprends rien, puis il croit pas, là. Non, t'apprends ça à la radio, là. C'est un peu maladroit, je trouve. C'est extrêmement maladroit. Même si t'es content, puis que c'est comme une nouvelle pas possible dans le monde, genre, ça reste que c'est encore un enfant, là. Fait que genre, fais donc les choses comme il faut. Crie donc pas, mettons, sur tous les toits qui est revenu avant d'avoir procédé à l'arrestation, mettons. C'est ça. Genre, je sais pas, là. C'est vraiment maladroit. Et c'est pas fini d'être maladroit. Quand Kerry arrive chez lui après l'après-midi passé en forêt, il y a des centaines de journalistes sur Betty Street devant sa maison, devant la maison des Stainer, pour filmer les retrouvailles. Et là, Kerry, il a genre 17 ans, là, 18 à ce moment-là. C'est rendu quasiment un adulte, là.
La famille attend dehors, dans leur entrée, l'arrivée de la voiture de police avec leur petit Stevie à l'intérieur. Hey, c'est fucked up. Il y a une immense affiche déployée sur leur maison. « Welcome home, Steve ». Il y a des centaines de personnes dans la rue. C'est comme une aide d'honneur, des journalistes, des flashs. C'est comme, genre, si la princesse Kate, là, dans le Vieux-Québec, là, qui est venue faire un tour, là, genre, on l'attend, on cogne dans les fenêtres, genre « Oh mon Dieu, c'est Steven! » Genre, lui, il vient de vivre l'enfer pendant 7 ans, là. Puis c'est ça, son accueil. Mm-hmm. Il aurait tellement dû faire ça dans, genre... Ben, pourquoi c'est pas la famille qui va au bureau de police où on leur donne un endroit... Genre, leur donner un break. Un break. Un break puis des retrouvailles comme dans le silence, dans le calme. Ouais. Le tout est filmé, là. Vous aurez voir, il y a des vidéos de son retour, là. Hey boy. C'était un cirque médiatique. Quand Steven débarque de l'auto, il est escorté par des policiers qui doivent repousser le monde, là. C'est comme une vedette, là. C'est comme si Elvis marchait au milieu de la rue, là. La foule se jette sur lui. Ses parents doivent se frayer un chemin parmi les autres pour aller voir leur fils. C'est comme, voyons, ils peuvent-tu le voir, le toucher? T'sais, ça fait 7 ans qu'ils l'attendent, là. Est-ce que le monde a un peu d'allure? Ça n'a pas d'allure. Puis là, on a les retrouvailles sur vidéo, là. Ses parents, ils sont entourés de monde, là. C'est genre la cacophonie. Puis là, ils donnent des becs ses joues, Steven. Puis Steven, il fait juste comme sourire... Il a l'air juste complètement dépassé par la situation. Il dit qu'au début, il avait même pas reconnu son père, là. Il savait même pas c'était qui le monsieur qui sautait dessus. Ça fait 7 ans qu'il l'a pas vu, là. Mais, tu sais, il sourit, puis tu sais, tu regardes ça à première vue, t'es comme « Ah, il a l'air content ». Mais moi, je trouve, là, tu vois dans son regard que il y a quelque chose qui s'est éteint en lui, là. Ben, c'est sûr. Il est content, mais c'est bittersweet comme moment, je pense. Puis là, tu sais, il y a des caméras, des micros, des perches, des flashs de photos. Lui, il fait juste sourire. Ses parents, ils donnent plein de becs. Tu sais, je les comprends. Lui, ils sautent dessus. Eux, ils peuvent enfin toucher leur fils à voir qu'il est vivant. Puis Steven, il est juste genre « Ah, I guess, salut, maman! » Puis même des journalistes qui grimpent sur le toit de la maison des Stayner une fois qu'ils rentrent en dedans, là, pour prendre des photos à travers les fenêtres. C'est là. tellement mal fait, là. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Genre, même la famille, là, il y aurait... Ben là, je sais pas, eux autres, là, mais genre, il me semble que tu préfères faire ça comme dans l'intimité. Mm-hmm. Genre, ben le retour, tu sais, comme juste la famille, pas de personnes qui crient, pas de policiers, pas de personnes, rien, là. Mm. Steven veut dire « Dès que je suis sortie de la voiture de police, les journalistes se sont précipités vers moi. Tout à coup, mon père m'a pris dans ses bras. Je ne l'ai pas reconnu. Tout cela était vraiment étrange. » Le lendemain matin, toute la famille sort devant chez eux pour comme parler aux médias, faire une genre de conférence de presse sur leur perron, comme. Puis il y a juste genre une ruée de journalistes dehors. Eux, ils n'arrêtent pas de venir. Là. Ouais, ils n'ont pas besoin de se déplacer. Là, les journalistes attendent dehors. Là, fait qu'ils vont juste ouvrir la porte puis s'adresser aux médias. Est-ce que c'est décrissant? Mm-hmm. Puis tu sais, Steven est là. Puis là, ils le tiennent. Genre, tu sais, on dirait qu'ils ont tellement peur de le perdre à nouveau là, que les parents, ils le tiennent par le bras et tout. Puis tout de suite, là, dans la rue, ça fait une journée même pas qu'il est revenu. On commence à l'interviewer. On lui dit, puis c'était comment vivre avec Kenneth? Est-ce qu'il a été abusé sexuellement? Oh my God. C'est un C'est enfant. tellement insensible. Là. Il y a 14 ans, presque 15. Là, sa fête, c'était dans quelques jours, mais c'est fou, là. C'est un bébé encore. Non, genre, ça me fascine, là. Ces gens-là, ils veulent juste, genre, faire leur job puis comme amener du sensationnalisme à l'affaire, mais genre, laisser lui un fucking break, genre, là. Est-ce que t'appelais Kenneth papa? C'est décolle, genre, voyons, donne-lui un break. Puis, tu sais, au début, tu sais, le lendemain, là, puis dans les semaines après, il va dire non, aucun abus sexuel. Kenneth était très gentil avec moi. Tu sais, il va mentir au début, là. Parce que, tu sais, on the spot, là, tu viens d'arriver, les journalistes te bombardent. Genre, à la télé de tout le monde. Mais non! Genre, y compris les gens qui s'étaient fait comme amis, la blonde qu'il avait eue. Il veut pas être à la télé internationalement pour la personne qui s'est fait violer pendant 7 ans. C'est ça! Qui aurait pu partir à tout moment, puis qui a décidé de rester, puis qui l'appelait papa, genre. Oui, il y a genre une honte. Il se sent mal un peu parce qu'il doit se sentir coupable, là. Comme tu dis, ben, comme je me suis laissé m'afficher ça, tu sais. Il devrait pas se sentir de même, mais c'est sûr qu'il pense ça un peu. Ben oui, là. Hey, genre, je méprise tous ces gens-là, genre, d'une autre façon que Kenneth, mais comme... Ouais, pareil, genre. C'est abominable comme traitement, là. Ça m'écoeure. Timmy et Steven, ils vont devenir des bêtes de cirque. Ils vont faire des entrevues ensemble. Puis, tu sais, c'est cute, mais en même temps, ça me fait un drôle de feeling parce que, oui, genre, Timmy est assis sur les genoux de Steven, puis là, il va dire... Steven est mon héros, hihi, puis tout le monde est genre, oh!
Et comme c'est pas des acteurs, là, ils ont vécu ça pour vrai. Ouais. Puis tu sais, Timmy, lui, il était jeune, là. Fait que lui, il a l'air quand même de bien se remettre de toute la situation. Puis ça a duré 16 jours et non 7 ans. Mais puis on sait pas s'il a vécu des abus, lui. Puis tu sais, il sourit, puis il est juste content. Il est comme, Steven, c'est comme mon grand frère maintenant, puis il est tout heureux. Puis tu sais, Steven, il est juste genre, ouais. Puis un petit sourire, puis il est juste genre, mais j'aurais aimé ne pas vivre ça, mettons, tu sais. Non. Il est revenu le 2 mars 1980 chez lui et le 14 mars, il est en direct à ABC News. On dirait qu'il fait un press tour de film, là. Kenneth Parnell il a été arrêté, comme j'ai dit, et il va être accusé de 2 chefs d'accusation d'enlèvement et d'emprisonnement pour avoir kidnappé et gardé en captivité Timothy White, 5 ans, et Steven Steiner, de 7 à 14 ans, presque 15. À cause que les abus sexuels sur Steven ont eu lieu dans des juridictions différentes à travers la Californie, puis que le délai de prescription a expiré, Parnell n'a pas été inculpé pour ces infractions-là. Fait qu'aucune charge d'agression sexuelle sur mineur. Aucune. Malgré que pendant 7 ans, il se faisait agresser sexuellement. What the fuck? Son procès à Kenneth a lieu en 1981. Steven va témoigner. Et il va témoigner aussi pour Timmy, si je ne me trompe pas, parce qu'il était comme trop jeune. Mm-hmm. Il va dire pour une des premières fois devant le public, au micro, que oui, il a été agressé sexuellement par Kenneth à plusieurs reprises pendant 7 ans. Et finalement, Kenneth Parnell va être reconnu coupable. Il reçoit une peine de prison? Non. Dis-moi-le pas. 7 ans. Et il va seulement en purger 5. Il va rester moins longtemps en prison que le temps qu'il a gardé Steven en captivité. Ça me décourage. 5 ans de prison. Pour avoir kidnappé puis violé un enfant pendant 7 ans. Steven, il n'a pas eu le choix, lui, de rester pendant 7 ans. Là. Je veux dire, il n'a pas eu le choix de rester 5 ans s'il voulait. Là. Non. Genre... le système de justice, il n'est pas fait pour tout le monde. Là. Ça marche pas. Là. Puis, il avait déjà agressé un enfant avant, là. C'est un récidiviste, là, Kenneth, là. Ben oui. Il s'était fait passer pour un policier. Oui, il avait volé des banques. Il avait fait plein d'affaires, là. Il a fait 4 ans pour avoir embarqué un petit garçon de 8 ans une soirée, puis il a fait 5 ans pour avoir gardé un petit garçon pendant 7 ans. Genre, viens me dire qu'il y a quelque chose qui a du sens dans tout ça, genre. Puis il a probablement été 6 ans en prison pour avoir fait un vol, tu sais. Comme... Où est... Aucune logique. La logique. Je comprends pas. Ça me fâche, là. Et là, j'ai essayé de comprendre un peu pourquoi c'était juste 5 ans. Puis, de ce que j'ai compris, à cause d'une loi qui est plus en vigueur aujourd'hui, là, les peines de prison d'enlèvement pouvaient pas s'additionner à l'époque. OK. Fait que, mettons, vu qu'il a enlevé 2 enfants, il aurait pu, mettons, avoir 5 ans 2 fois. Mm-hmm. Mais là, je sais pas pourquoi, c'est une loi complètement ridicule, mais ça pouvait pas s'additionner les peines d'enlèvement. Fait qu'il a purgé 2 fois 5 ans en même temps. Ben, c'est juste que, tu sais, ça prend des fois où ça arrive pour que la loi change, I guess, puis ça prend beaucoup de temps pour que la loi change, puis comme c'est pas écrit, on peut rien faire, genre. Mais, tu sais, je suis capable de comprendre, là, si je suis rationnelle, que genre, si c'est pas écrit dans un livre, tu peux rien faire, mais genre... si que le gros bon sens devrait avoir son mot à dire. C'est ça, tu sais, quand des technicalités arrangent toujours les criminels. Genre, puis à la base, il y a eu 7 ans. Pourquoi il n'a pas purgé 7 ans? La bonne conduite, of course, il n'y a pas d'enfant dans la prison. C'est ça, la moindre des choses, c'est d'y faire purger la peine au complet. Déjà qu'il est minime, la peine, tu sais. C'est genre une claque d'en face, là, cette affaire-là. Kay, la mère de Steven, elle veut dire, là, c'est sidérant que l'homme qui a enlevé mon fils passe moins de temps en prison que mon fils n'en a passé en sa captivité. Ouais, c'est très vrai ce que tu dis. Edward Murphy, on se rappelle, Edward Murphy, c'est lui qui a aidé Kenneth à enlever Steven, là, lui qui voulait aider à fonder une religion random, va purger 2 ans de prison. Et Randall Poorman, l'adolescent, va passer du temps en détention juvénile, là, je sais pas combien de temps, pour sa complicité dans l'enlèvement de Timothy. Mais c'est fou. Edward, lui, il a contribué à l'enlèvement, mais c'est tout, là. Il était là pendant 2 heures. 2 ans de prison. Kenneth, il l'a kidnappé pendant 5 ans, 7 ans, l'a violé et tout.
Il a juste 5 ans de prison. Il n'y a aucune logique. Puis là. Randall, qui était un enfant lui aussi, qui a été manipulé à faire ça, puis qui a été dans l'histoire pendant 30 secondes, il a quand même été 30 secondes en centre de détention. Genre, what the fuck? C'est vraiment... C'est absurde. Absurde. Ouais, non, genre, il n'y a rien à dire de plus. Du côté de Steven, il essaie de reprendre une vie normale. Mais tu sais, lui, là, après 5 ans, Kenneth, il va être sorti de prison. Là. Il est comme, il va venir me retrouver. Tu sais, c'est terrifiant. Là. Mais les médias lâchent pas Steven d'une semelle. Dans les jours, semaines qui suivent, là, on veut le suivre à l'école. On veut le filmer dans les couloirs de l'école. Lui, là, il essaie de reprendre sa vie normale à l'école de Merced, l'école secondaire. Il y a des caméras qui le suivent. On a des images de lui en classe. Ça passe à la télé, là. Hey, moi, si j'étais lui, je voudrais changer d'identité, puis changer de pays, puis changer de continent même, c'est faux. Là. Mais il n'y a aucune ressource, il n'y a aucun montant d'argent donné pour les victimes, survivants. Lui, c'est quand même une famille peu fortunée, il ne peut pas se permettre ça, fait qu'il est juste pogné là. Il a 14 ans, ses parents l'envoient à l'école, il va à l'école. Ça me met en tabarnak, là. Il y a des reportages, là. Il y a des journalistes qui l'attendent à la sortie de l'école, là, genre... Achète-toi une vie, tabarnak, de journaliste de cul. Genre, ils vont interroger ses amis, genre, et puis, c'est quoi la matière préférée de Steven à l'école? Est-ce qu'il est bon à l'école? Puis là, les élèves vont être juste genre, ben, je sais pas, là. Puis après ça, ils se retournent vers la caméra. Steven a l'air d'avoir de la difficulté à l'école. Sa matière préférée est la menuiserie et l'éducation physique. Mais il n'aime pas les maths et la science. On s'en calisse-tu? Et évidemment, à cause de ça, ben, Steven, il a de la difficulté à se faire des amis, là. C'est comme la vedette du coin. Tout le monde est un peu jaloux de lui, de toute l'attention qu'il a, l'attention qu'il n'a jamais demandé. Là. Il se fait intimider à l'école. Lui, là, déjà qu'il a vécu 7 ans d'enfer, il arrive dans sa vie normale, entre guillemets, il se fait intimider. On rit de lui, on dit qu'il est gay parce qu'il s'est fait agresser sexuellement. On rit de lui, de son orientation sexuelle, des abus qu'il a subis. Genre, donnez-y un fucking break. Ouais, j'haïs donc bien le monde. Ouais, ça n'a pas de sens. Seigneur, j'ai jamais été autant... j'ai jamais eu autant hâte. Est-ce que tu me dises une bonne nouvelle là, dans un épisode? Il n'y en aura pas bien. Non, c'est ça. À la maison, il subit des règlements stricts de ses parents. Puis il n'y a jamais eu, lui, de règles strictes. Il connaît pas ça. Kenneth, il le laissait fumer, il le laissait boire, il le laissait chiller la nuit. Maintenant, tu sais, on peut comprendre ses parents sont comme là, on ne te perd plus jamais. Là. Ils surprotègent. Exactement. Il y a un tout autre mode de vie. Toute l'attention de sa famille est tournée sur lui pour le meilleur et pour le pire. Ils sont contents de le revoir, mais ils ne lâchent pas. Là. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas où? Tu fais ci, tu fais ça? Non. À rendre fou. Là. Ses notes dégringolent et il finit par lâcher l'école. Steven va dire en entrevue « Je suis revenu à la maison en étant pratiquement un adulte. La dernière fois que mes parents m'ont vu, j'étais un petit enfant. Je m'en veux des fois, je me demande si j'ai bien fait de revenir. Est-ce que ma vie serait meilleure si j'étais restée avec Kenneth? » Arc. C'est tellement injuste, tellement triste. J'ai tellement d'empathie pour lui, là. Parce que lui, il est en train de se dire « À 18 ans, j'aurais pu m'en aller. Personne n'aurait su ce que j'ai vécu, puis j'aurais refait ma vie. » Même avant 18 ans, là, il aurait pu partir. Il aurait pu fuguer un moment donné, puis... Là, Steven, il a le sentiment qu'il est à la maison nulle part. Il appartient à aucune famille. J'ai comme de la misère à traduire ce terme-là, mais « he belongs nowhere », genre. Il vit une période vraiment sombre, plongé dans la consommation. Il cherche à passer par-dessus ses traumatismes, mais ses parents refusent qu'il consulte un psychologue. Sa tante va dire qu'au fond de lui, il est encore probablement Dennis Parnell, un enfant piégé dans le corps de quelqu'un d'autre qu'il connaît même pas. Son père, surtout, il dit « Mon fils, pas un fou. Il n'y a pas besoin de consulter, il n'y a pas besoin de thérapie. » Steven va avoir une très mauvaise relation avec ses parents, surtout son père, qui va un peu disparaître de la famille à un certain point. Et là, c'est là que j'avais insinué un peu plus tôt, là, cette zone de la famille reste très floue. Il y a une espèce de non-dit, un tabou dans la famille. Mais je vais juste dire que son père a été accusé d'attouchement sexuel sur ses propres filles, les sœurs de Steven, et qui a eu comme sentence juste une thérapie. Ça laisse présager qu'est-ce qui se passait dans cette maison, même avant l'enlèvement de Steven. Ça explique peut-être pourquoi Steven ne voulait pas revenir peut-être dans sa famille.
Peut-être que ça y a traversé l'esprit. Là. Je dis pas que c'est ça qui s'est dit, là, mais peut-être qu'il hésitait à cause de ça. Dans le documentaire, sa mère a fait bien attention de jamais parler de son mari ou de son ex-mari. Je sais pas s'ils sont encore ensemble, là. Mais elle parle jamais de sa famille, elle parle jamais d'elle. Elle est dans le déni, moi, je pense. Puis elle comment ça, on n'en parle pas? Ça, non. Calique. Steven veut éventuellement se faire kick-out de la maison. Kick-out! Puis, selon les témoignages, ses amis, c'était pas un démon, Steven, là. Il n'a jamais été violent, il n'a jamais été un enfant problématique. Oui, il était plongé dans la consommation parce qu'il était évidemment en train de vivre l'enfer, qu'il n'avait aucun support de ses parents. Puis en retour, ses parents sont comme « on ne veut plus dans la maison ». Là, dis-moi qu'il il vit une belle vie, là. Tu vas voir, tu vas voir. J'aime pas ça. Eh bien, ce move-là, se faire kicker de la maison, ça va l'éloigner de ses parents pour de bon. Ben Puis oui. sa mère, elle le dit jamais dans le documentaire qu'elle a kicker de son fils de la maison. Oh non. Elle veut garder son image, là. Ben oui, je comprends. Une fois par lui-même, Steven va aller consulter un peu. Mais, tu sais, il n'y a pas de suivi rigoureux. Et il ne va jamais raconter les abus qu'il a subis de la part de Kenneth. Il ne va jamais s'ouvrir, dire des détails. Il va juste dire « oui, j'ai vécu des abus, c'est tout ». À l'âge de 20 ans, en 1985, Steve épouse une jeune femme du nom de Jodie Edmondson, qui, elle, a 17 ans. Ils ont une fille ensemble, Ashley, et un garçon, Steven Jr. Et peu à peu, il retrouve une raison de vivre, un but à sa vie. Il bâtit sa propre famille. Tu sais, il trouvait qu'il y avait une famille nulle part, he belongs nowhere, mais là, il se dit, je vais créer ma propre famille, mes propres règles, ma propre maison, puis là, je vais me sentir bien autour des gens qu'il aime. Et ça redonne un sens à sa vie. Il travaille dans une pizzeria, je pense qu'il est pizzaman, toujours à Merced, et il vit une vie modeste. Là. Il n'a vraiment pas beaucoup d'argent, mais il est heureux, il est bien avec sa femme et ses 2 enfants. La même année de son mariage, en 85, Kenneth Parnell est libéré à 56 ans. Steve a peur de le croiser, qu'il vienne le reprendre, de finir la job, entre guillemets. Là. Après 5 ans, il n'a pas vraiment changé, je pense, Kenneth. Là. Ou qu'il vienne prendre ses filles, là, plus. Là. Ouais. Il est libre sur parole parce qu'il devait purger 7 ans, mais après ça, sa liberté conditionnelle est terminée. Là. Il ne veut plus être watché, Kenneth. Là. J'ai vraiment peur d'où ça s'en va. En 1989, une mini-série documentaire de 2 épisodes est produite, un genre de téléfilm sur 2 épisodes, là, est produite à propos de l'histoire de Steven Stayner, intitulée « I know my first name is Steven ». Je sais peut-être que quelques-uns d'entre vous, surtout les gens un petit peu plus vieux que nous, là, ça a vraiment, vraiment été populaire. Steven prend un congé d'1 an à sa job pour devenir consultant pour cette mini-série-là. Il va être payé 30 000 $, puis il va donner 10 000 $ à ses parents. Ses parents qui l'ont kick-out, tu sais. C'est comme... On dirait qu'il respecte quand même, tu sais. Ouais, ou il veut les garder loin avec de l'argent, là. Peut-être. C'est vrai, j'essaie de voir le bon côté de ça. Tu sais, moi, je suis comme, hey, fermez vos gueules, OK? Je vais vous donner 10 000 $, rentrez pas dans ma vie. Peut-être. C'est vrai. Who knows? Il va donner des heures et des heures d'entrevues au réalisateur, puis il va même incarner un rôle muet dans la série. C'est vraiment comme c'est pas une série... Ça dit série documentaire, là, mais tu sais, c'est avec des acteurs, c'est une reconstitution fictionnalisée, là. Moi, je trouve pas que c'est vraiment documentaire, là. Un peu comme Monsters, là, Eric et Lyle Menendez. Là. Mm-hmm. Ayant toujours dit qu'il rêvait d'être un policier un jour, Steven, là, il a toujours dit quand il était jeune, je vais être policier. Ben, on lui a fait incarner un des policiers qui l'escorte jusqu'à chez lui dans la foule à son retour. Mais c'est vraiment méta, là. Il va comme rejouer la scène hyper traumatique de son retour dans sa famille, dans une foule de gens avec des flashs. À la télé. Puis il y a un autre gars qui joue lui. Lui, il joue un policier dans le background. Là. C'est vraiment troublant. Ça m'a mis dans un drôle d'état. Mais c'est peut-être une façon pour lui... Ben, s'il le fait, j'imagine qu'il a peut-être quand même eu son mot à dire, je l'espère, là, le rôle. Fait que c'est peut-être une façon pour lui de reprendre un peu le contrôle sur sa vie, là, de dire comme là, c'est moi qui gère. Genre, je suis pas la victime dans le film, je suis la personne qui... Mm-hmm. Je sais pas. Peut-être. Puis... Selon ce que j'ai lu, il a aimé son expérience de jouer là-dedans. Mm-hmm.
Mais il a donné des tonnes d'entrevues pour comme feeder un peu l'esprit créatif du réalisateur, mais il n'a pas eu son mot à dire sur le montage ou quoi que ce soit. Là. Mm-hmm. Je vois. Le jeune homme qui incarne Steve, il s'appelle Corin Nemec. Il devient une mini-célébrité à son tour. C'est comme le petit gars qui a décroché le rôle de Steven Steiner. C'est comme le rôle d'une vie. Là. Il dit plus tard, là, c'était le rôle d'une vie, jouer ce rôle-là. Mais c'est spécial, c'est comme c'est une vraie personne. Là. C'est pas jouer le prochain James Bond. Là. Et la série a un succès monstre. Elle est nominée aux Golden Globes et reçoit 4 nominations aux Emmys. Tout le monde l'écoute et tous les parents font écouter la série à leurs enfants pour leur apprendre à ne pas parler aux inconnus. Ouais, je comprends. Puis dans les commentaires sur Reddit, là, quand ça parle de I Know My First Name is Steven, là, tout le monde dit « Oh mon Dieu, j'ai écouté ça quand j'étais petit, ça m'a traumatisé, j'ai vraiment appris à pas parler aux inconnus à cause de ça. » Mais c'était quand même trash, là, ils ont pas... Ben, ça me fait un peu penser à genre le feeling que j'ai eu quand j'ai écouté Aurore l'enfant martyr. Un peu, genre, ouais. C'est une histoire qui s'est passée dans le coin ici, puis comme l'actrice, elle a été connue pour son rôle d'Aurore, puis elle est... Ben, mettons, là, je parle du remake qui a été fait au Québec, là. Ouais. Je parle pas du film à la base, parce qu'il y en a eu un autre, là, en noir et blanc, là, mais on dirait que ça me fait penser à ça. Ouais, c'est vrai. D'écouter Aurore quand on était jeune, je sais pas pourquoi, mais on est tellement d'enfants à l'avoir écouté quand on était enfant, ce film-là, qui est complètement traumatisant. Oui, c'est pas un film pour enfants. Pas là. super proche aussi de la réalité, là. Non. Fait que je suis comme... En tout cas, ça me fait penser à ça. C'est vrai. Marianne, je me rappelle plus de son nom de famille, là, qui a joué Marianne Fortier. Oui. Qui a joué le rôle. Tu sais, elle était vraiment comme, oh mon Dieu, c'est elle qui a joué Aurore. Puis oui, ça l'a mis sur la map. Elle était vue comme ça, là. Elle était vue comme Aurore, là, à partir de ce moment-là. Ouais. Ça me fait penser à ça un peu. C'est vrai. Parce que c'est une grosse histoire, là, tu sais, ce que tu racontes, là. Veux pas, là, genre, t'as quelqu'un qui est porté disparu, qui réapparaît, genre, 7 ans plus tard, avec quelqu'un qui est porté disparu aussi. Genre, même si lui, il veut juste qu'on le laisse tranquille, cette histoire-là, je comprends pourquoi elle a été autant, genre, fascinante pour plein de monde, tu sais. Absolument. Genre. Mais après, bon... Puis c'est fou quand même qu'il y a eu, peut-être pas la chance, mais l'opportunité de jouer dedans parce que ça s'est fait rapidement. Tu sais, Aurore, c'est vieux, cette histoire-là. Là. C'était quand même loin, mais là, c'est quand même frais encore. Là. C'est 9 ans après. Là. Ben, c'est plus dans l'ère où est-ce qu'on fait ça, justement, des séries, des films, des trucs pour la télé. Vraiment. Ouais. La série laisse la famille Steiner un peu amère. Steve, lui, il est assez content du résultat, mais il va dire... je trouve que j'ai été montré comme un enfant irrespectueux avec mes parents. Il dit que c'était tout le contraire. Parce qu'ils ont essayé de romancer un peu les choses, évidemment, là, de comment il revient un enfant troublé qui pète des crises de nerfs, mais il dit que c'était vraiment pas vrai, ça. Dans le documentaire Hulu que j'ai écouté, les enfants de Steve décrivent leur père comme un super papa attentionné et gentil, qui voyait un futur, qui avait enfin réussi à laisser son passé derrière. Mais... ils ont eu peu de souvenirs avec lui. Parce que le 16 septembre 1989, 3 mois après la sortie de la série, Steven Steiner perd la vie dans un accident de moto à l'âge de 24 ans. Je pensais que t'allais dire qu'il s'était enlevé la vie. Mais moi aussi, tout le long, je pensais ça. Mais non, il était heureux. Il aimait sa vie avec ses enfants, sa femme. Mais genre... Puis... c'est quoi la leçon qu'on peut retirer de tout ça, Calice? C'est que la vie est injuste. Tabarnak! Il se fait frapper par un dude en revenant de la pizzeria sur sa moto. 3 mois après la sortie du 3 film, mois. T'sais. Genre, à peu près, ses enfants doivent avoir à peu près l'âge que lui a perdu sa famille. Puis là, ses propres enfants à lui perdent leur père. Probablement au même âge, je sais pas. Là. Non, il y avait 1 an ou 2 quand... OK, mais quand même, là. Ils l'ont jamais connu ou presque, là. Ça me... Pour vrai, j'ai pleuré tout le long. À partir de ce moment-là, là, je pleurais. Là. J'étais juste genre... Pourquoi? Moi, j'étais comme, on le voit pas dans le documentaire. Fait que c'est quoi, il s'est enlevé la vie? Je comprends, il a vécu l'enfer, mais même depuis le début, je pensais que c'est ça que t'allais me dire. Je sais pas, je sentais que comme ça allait tellement pas qu'à un moment donné, il allait comme faire, ben tabarouette, je préfère en finir avec ça. Mais non, c'était tellement un petit gars, tu sais, qui avait espoir, qui était patient, qui était résilient. Il a vécu l'enfer, il a jamais été méchant avec personne. Puis là, il avait pas eu enfin... de contrôle jusqu'à la fin. Non. Un accident. Un accident fucking... tellement focal, tellement anodin. Tu sais, genre, il n'y avait pas de casse sur sa moto. OK.
sais. Il venait de se l'acheter avec l'argent qu'il avait eu avec la mini-série. Il venait de donner 10 000 $ à ses parents qui l'ont comme pas bien traité. Mm-hmm. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut retirer de ça. Colin, moi, je comprends pas. Genre, à chaque fois qu'on raconte des histoires, on dirait qu'il y a tout le temps comme une morale, genre, mais il y a des histoires de même où est-ce qu'il y en a pas, Colin. C'est ça. Mon intro, je disais, le karma, il existe pas des fois. Puis là, ça. Steven, il méritait tout le bon karma de l'univers, puis il n'y en a eu pas une seule seconde, là. On dirait que ça fait juste montrer à quel point la vie est injuste, justement, exactement. Comme tu disais. Mm-hmm. Il a juste été comme un témoin de sa propre vie. Ouais. Puis il a même pas pu la vivre, là. La moitié de sa vie, il était captif, genre. Il commençait à être adulte, là. 24 ans, c'est tellement jeune. Sa femme, Jodie, parle de son décès, puis elle est furieuse. Elle dit « Je suis fâchée, je suis tellement fâchée. Il allait bien, il était de bonne humeur, il aimait sa vie, ses enfants, on l'aimait tous. C'était probablement la plus belle période de sa vie à ce moment-là. Là. Loin de sa famille, whack, loin de Kenneth. Pouf, en une seconde, il disparaît. Puis là, il disparaît pour une deuxième fois, puis là, impossible qu'il revienne. 450 personnes viennent aux funérailles de Steven. Timothy White, maintenant âgé de 14 ans, est un des porteurs du cercueil. Il dit « Steven me portait sur mon dos quand il m'a sauvé de Kenneth et maintenant c'est à mon tour de le porter. » Oh mon Dieu, je vais pleurer. Quelle phrase. On se rappelle de Steven comme un jeune homme rempli d'amour et de gentillesse, un héros, un gars courageux, sensible, calme, respectueux, un bon père, un bon mari. C'est la première fois qu'on pleure sur le podcast. Ça n'a pas de bon sens. C'est genre de l'injustice du début à la fin, là, genre... En 2003, Kenneth Parnell, c'est un septuagénaire. Ça fait 18 ans qu'il est sorti de prison. C'est un vieux monsieur, là. Et il vit avec un caregiver, une aide-soignante, parce qu'il y a plein de problèmes de santé. Mais même à ça, il est arrêté après avoir essayé d'enlever une nouvelle victime. Il a offert 500 $ à la sœur de son aide-soignante en échange qu'elle lui ramène un garçon de 4 ans. La fille l'a dénoncé à la police, puis elle a même participé à une opération undercover pour prouver le tout. La police a dit « OK, fais semblant de trouver un petit gars, puis nous, on va le pogner pour tentative de... » Ça prouve comment ce gars-là, tu sais, il n'a pas changé, c'est un récidiviste. Puis dans les 18 années après sa sortie de prison, c'est sûr là, qu'il a fait d'autres choses, c'est qu'il n'a pas été pogné. Ça dénonce un énorme problème dans notre société, là, encore une fois, là, la pédophilie. Là. Comment qu'on gère ça, tu sais? Mm-hmm. Genre, même après toutes ces années-là, il rabougrit dans son lazy boy à cet âge-là, à se faire donner des soins. Même là, comme il a encore des pulsions, puis il est encore pas capable de les contrôler. Exact. Mm-hmm. Puis il va encore tout faire pour passer à l'acte. Il est accusé de sollicitation pour commettre un crime, de tentative d'acheter un être humain et de tentative d'enlèvement d'enfants. En 2004, il est de retour en procès et Timothy White témoigne contre lui. Parce qu'il dit « Moi, j'ai pas oublié. Ce gars-là, c'est un récidiviste. Oubliez pas qu'il avait kidnappé Steven qui n'est plus en vie pour être là. Mais là, Timothy, il dit « Là, je suis assez vieux. Je vais me présenter, puis je vais montrer qu'est-ce qu'il avait fait avant. » Randall Poorman aussi va être là, lui qui avait aidé à kidnapper Timothy White. Mm-hmm. Puis c'est la première fois depuis 1981 que les deux se revoient. Randall, il avait 13 ans quand il a aidé Kenneth à enlever Timothy. Mais Timothy va lui pardonner, puis ils vont se faire un câlin. Il va dire c'est beau, c'est correct. Ben, il était jeune aussi. Ouais. Au procès, on va faire jouer des extraits de Steven Steiner durant le premier procès de 1981. Donc, malgré que Steven soit mort depuis une dizaine d'années, il restait à ce moment-là une sorte de témoin. On écoute son témoignage pour rappeler au jury comment Kenneth Parnell, c'est un monstre depuis longtemps. Oui, puis que s'il sort, s'il est en liberté, ça va réarriver. Là. Exactement. Kenneth Parnell est reconnu coupable et reçoit une sentence de prison à vie avec un minimum à purger de 25 ans, ce qu'il aurait dû avoir à la base. Mm-hmm. Ça veut dire que c'était possible dans ce temps-là. Parce que si, là, il l'a, pourquoi il l'a pas eu l'autre fois d'avant, là? Puis il a même pas passé à l'acte, c'était juste tentative de... Et pour vrai, j'ai vu une photo de sa dernière mugshot. Calisse qu'il a l'air d'un microbe. Il a l'air du COVID en personne, ce monsieur-là. Il est dégueulasse. Tu mettras une photo sur Instagram pour les gens intéressés. On va ramener le petit rat.
Ouais, je vais mettre le petit rat en dessous, à côté. Mais, puis tu sais, ça, là, ça veut même pas dire que genre... Tu sais, ça veut peut-être... En fait, ce que je veux dire, c'est que entre le moment où il a été libéré la première fois, ben la dernière fois, et ce moment-là où il a encore été arrêté puis qu'il a finalement eu la prison à vie, on sait pas, là, qu'est-ce qu'il a pu faire. Là. Exact. Il a demandé à la sœur de son aide-soignante. Genre, clairement, elle allait le dénoncer. Ben oui, il était désespéré. Genre, il demande à une femme, là. Thank God qu'elle l'a dénoncé. Mais genre, qu'est-ce qu'il a fait dans ces années-là? On le sait pas, là. Peut-être qu'il a kidnappé d'autres mondes, il les a relâchés. Il a peut-être fait des one-time things, là, comme il a déjà fait, là. Ouais. C'est dégueulasse. Il va mourir de cause naturelle 4 ans après. Fait que, il n'y aura pas vraiment eu de punition, là. Il va mourir le 21 janvier 2008 à 76 ans. T'sais, la grande majorité de sa vie, il l'a passé libre comme l'air, là. En ce qui a trait à Timothy White, il est devenu policier à LA. Il s'est marié et il a eu 2 enfants. Et là, je disais que les tragédies amenaient une autre tragédie. Non, pas lui aussi, là. Il est mort à 35 ans d'une embolie pulmonaire. Oh, mon Dieu. Juste... J'étais comme, il a vécu la vie que peut-être, genre, Steven aurait voulu vivre. Il a eu Même 2 pas. enfants, lui aussi. Il est devenu policier. Même pas. Genre... Bon. L'aura de malheur autour de toute cette affaire, là. Ouais. C'est tellement tragique, là. C'est extrêmement rare que des enfants survivent à des enlèvements comme ça. Et dans leur cas, les 2 survivent. Seulement pour mourir quelques années après, prématurément comme ça, avant même d'avoir 40 ans, là. Ils restaient toute leur vie à vivre à ces 2-là. Avant même d'avoir l'âge où Kenneth a commencé à faire ses tragédies. Exact. 41 ans. Il y a une statue au Applegate Park dédiée à Steven et Timothy. On les voit à l'âge de 14 ans et 5 ans. Ils se tiennent par la main en courant avec la description « Teen Hero », comme un peu pour recréer la scène que quand ils se sont enfuis. C'est vraiment touchant. Au final, oui, Steven a sauvé Timmy, mais Timmy a aussi sauvé Steven en lui donnant la force de partir. Et là, le karma n'a pas terminé de faire son travail. On arrête ça tout de suite. C'est pas grave. Dis-moi pas la fin. On se revoit la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu vas me dire? Dans le documentaire de 2022 de Hulu qui s'appelle « Captive Audience, A Real American Horror Story », que je recommande moyen, là, comme j'avais dit, on voit beaucoup la mère de Steven. C'est comme un peu elle, la protagoniste, qui va tout raconter. C'est sur son point de vue de l'histoire. Le docu, c'est une bonne introduction au cas, mais il manque beaucoup d'informations. Puis au départ, ne vous laissez pas berner. Et je dis pas que c'est une mauvaise personne, là, sa mère. Là. Je veux pas commencer à m'embarquer là-dedans, là, je la connais pas. Mais en écoutant le documentaire, je la trouvais quand même hot d'avoir... Tu sais, elle garde son sang-froid, elle parle, elle dit des affaires atroces. Elle a vécu l'enfer, là, on s'entend. Là, son fils a été enlevé pendant 7 ans. Elle a vraiment vécu quelque chose de traumatique. Puis elle en parle, puis tu sais, je la trouvais forte. Mais en tout cas, moi, je pense quand même qu'il y a de quoi d'un petit peu weird derrière tout ça. Fait que laissez-vous pas berner par son éloquence et son charisme, mettons, OK? Et là, dans le documentaire, à un moment donné, l'intervieweuse, là, c'est une fille, elle va dire « Est-ce qu'on peut parler de Cary Stayner, le grand frère de Steven? » Puis là, elle dit « Non, absolument pas. Si tu prononces encore son nom, je me lève puis je m'en vais. » Elle dit ça devant la caméra. Puis là, on voit un peu comme son masque le tombe. OK. En 2003, il y a eu une proposition de projet de parc qui serait nommé le Steven Stayner Park. Puis elle a été refusée. On n'a pas voulu que le parc se nomme Steven Stayner par crainte d'associer ce parc au grand frère de Steven, Cary Stayner. Mais pourquoi? Si, depuis 1980, le nom Stayner était associé à une preuve d'héroïsme, un héros mort tragiquement, depuis 1999, il est maintenant entaché, associé à un tueur en série. Cary Stayner, le grand frère de Steven, va devenir un tueur en série. Non. Le Yosemite Killer. Non. Non. Traumatisé par la disparition de son petit frère, par le traitement dur de ses parents et ensuite jaloux par toute l'attention donnée à Steve depuis son retour, Impossible. il va tuer plusieurs femmes. Tu me niaises-tu, là? Non. Et
ça sera le sujet de mon prochain épisode. Oh my God! Mais voyons donc! Non. Non, mais comment il arrive des choses de même dans la vie? Je comprends pas. C'est une mascarade. Ça n'a pas de sens. Tueur en série? Le Yosemite Killer. Ouais. Ouais, là. Mais voyons donc, ça se peut pas. Ah, mon Dieu. Et c'est ainsi que je termine mon histoire d'aujourd'hui. OK. Je suis un peu fâchée qu'on puisse pas tout de suite entendre cette histoire de Yosemite Killer. Je m'attendais tellement pas à cette fin. Je m'attendais pas là, que j'allais être encore fâchée de même dans 2 semaines. Mm-hmm. Parce que j'imagine qu'on va en reparler de cette maudite calice de famille-là. Là. Un peu, ouais. Dans quel monde? C'est ça ma question. J'ai la gueule à terre, encore, même si je savais. Quelle histoire tragique, oui. Du début à la fin. Du début à la fin, c'est à se demander comment c'est possible que certaines affaires de même arrivent. Toutes dans la même histoire, non. C'est trop, là. Je veux dire, on ferait un film puis on serait genre... C'est trop. You exaggerating, guys. Oui, c'est trop. C'est de l'ordre du délire, là. Il devient un tueur en série. Uh-huh. Bon. Puis, dans certaines photos que je vais mettre, on voit Steven, le grand retour, là. Puis là, tout le monde est genre « Wow! » Puis il y a le grand frère en arrière, là. Ça fout les jetons, là. Après, quand tu sais il va faire quoi après, là. Puis ça le nomme-tu dans le documentaire que ce dude-là, il devient tueur en série? Un peu, ouais. Un peu. Mais là, la mère, elle parle plus. Là. Elle est comme moi, je parle pas. Je peux te dire que mon fils, il a été abusé sexuellement, il a été kidnappé, non, mais je peux pas te dire que mon autre fils, il a tué du monde. Mais là, Seigneur, quelle famille... quel drame... Dysfonctionnelle. Famille dysfonctionnelle. Là. Je vais pas en dire davantage, là. Puis, tu sais, je voulais pas faire une partie 1, partie 2 parce que c'est comme un cas différent. Là, je parle d'un tueur en série. Mais comme. Même s'ils vont avoir la même enfance. Exact. Je veux dire, tu vas nous raconter qu'il a perdu son frère quand il avait 11 ans parce qu'il s'est fait kidnapper. Je veux dire, même s'il y a le même début, c'est une autre histoire. Parce que ça veut laisser. Je veux dire, je pouvais pas à chaque fois, là. Quand un sibling, un frère et sœur disparaît, quelqu'un de ta famille, tu ne deviens pas automatiquement un tueur en série. Mais non. Dans quelle petite calice de monde? Excusez, j'ai sacré beaucoup. J'ai hâte de savoir ça. Merci pour ton épisode. ça m'a scié les 2 jambes. Mais là, j'ai hâte de savoir la suite. Désolée de couper ça avec un épisode de ma part entre les 2. Moi, j'aurais aimé ça savoir ça direct. Mais tiens, on va laisser la poussière retomber, on va tourner la page, puis, tu sais, là, on va arriver comme en pleine connaissance de cause sur l'histoire de Carrie. Je veux pas mixer les deux parce que là, on parle de Steven et Timmy aujourd'hui, là, tu sais. Non, c'est 2 histoires, puis c'est vrai, on va avoir un petit break entre les 2, puis... mais tabarouette, merci, la gang, de nous avoir écoutés. Et puis, mettez un beau 5 étoiles à Juju sur toutes nos plateformes. Ça nous aide énormément, plus que vous le pensez. Des petits commentaires, des petits 5 étoiles. Vraiment, merci. On vous lit, puis c'est full touchant, les reviews qu'on a. N'hésitez pas aussi à interagir là, sur nos publications sur les réseaux, là, liker. Même si vous vous en foutez, likez le post. Là, ça nous aide. Là, un petit commentaire, un petit cœur. Là, ça prend 2 secondes de vos vies. Puis on sent que vous existez, que vous êtes présents. Puis ça nous permet de grandir notre puis de rester réseau. Dans l'algorithme parmi tout ce bel algorithme que vous avez. Fait que merci, puis on se reparle la semaine prochaine pour mon épisode. Oui, j'ai hâte de me changer les idées parce que j'ai envie de pleurer. It's not gonna be better, ma chum. Oh. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Gros bisous. Oui, on vous aime full. Gros bisous et bye bye. Bye.